Tout a une histoire. Ma grand-mère allait me raconter la sienne. Nous avions une mission. Écoute, ça a démarré dans la nuit, je crois qu'ils sont un petit peu partis la fleur au fusil, mon vieux. Ce Portugal que je n'avais connu qu'à la douce lumière de l'été avait connu des heures bien plus sombres. Ce que j'ai vu ici n'est même pas imaginable. J'ai été arrêté, Zé. Si on est au moins deux, on est ensemble. J'ai vu la mort, Zé. C'était comme ça. À partir de maintenant, nous sommes le MFA. Je vous propose un autre destin. Oh mon coco, je sais pas d'où tu sors, mais toi t'es bonne ici, hein. Mémé. C'est mon histoire, c'est moi que je raconte. Em direto das emissoras associadas de Lisboa. Liberté, fraternité, le peuple commande dorénavant. Je te présente Jojo. Carpe Pavilion. Et toi, tu ferais bien de pas parler en français. Qu'est-ce que je vous mets? Un petit jaune, hein? Há quem cante por interesse, há quem cante por cantar, há quem faça profissão de combater a cantar, e há quem cante de pantufas para não Je ne mourrai pas sans connaître la couleur de la liberté. Le pouvoir au peuple. Uma casa portuguesa com certeza, não é com certeza uma casa portuguesa. Hey coucou, c'est Cédric, votre podcasteur préféré. Je suis en très bonne compagnie pour ce 13e épisode de la saison 2. Et oui, déjà 13. Incroyable. Est-ce que ça porterait pas bonheur ce chiffre? Eh ben oui, peut-être, parce que j'ai l'immense plaisir. Oui, je ne pèse pas mes mots. De recevoir aujourd'hui Lionel Cécilier. Salut Lionel. Salut, bonsoir à tous. Comment vas-tu? Et ben ça va très bien, merci de me recevoir, tout va bien. Je t'en prie. On est bien reçus. Ouais, t'as vu, hein, on est tranquille à la maison, petit apéro, là, pour pas changer, hein, tranquille, hein, les gens savent, on boit du soft, hein, vous arrêtez pas, tout va bien. Bon alors, dis-moi tout, parce que j'ai fait les pieds et les mains pour te voir, et pour te voir en privé, parce que vraiment, je suis très content d'avoir été invité à venir voir ta pièce qui s'appelle La Fleur au Fusil, on voit peut-être l'affiche sur le côté. Incroyable ce spectacle, vraiment un bijou quoi. Merci beaucoup. Vraiment, j'ai subjugué du début jusqu'à la fin. Vraiment, j'ai pas de mots. Vraiment, parce que il y a tellement de choses à dire sur ce spectacle. Tu vas évidemment nous raconter. J'espère que tu vas pouvoir me dire des petites choses que d'autres médias ne savent pas. On sait pas. On va voir. C'est bon, ce qu'on va grignoter. Peut-être que tu vas nous dire des choses. Hein. Mais Le pouvoir de la tomate cerise. Tout à fait. C'est important du coup. Et vraiment, j'ai été vraiment subjugué sur ce truc-là. Donc, avant de revenir à tout ça, pour les gens, les quelques personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes, d'où tu viens, quelle formation tu as fait en tant que comédien, etc. Alors dans les grandes lignes, moi je viens du théâtre, on va dire plus classique. J'ai fait les Enfants Terribles comme formation. C'était une école qui, je crois, n'existe plus, qui était dirigée par Jean-Bernard Fétussi, avec un certain nombre d'intervenants comme Michel Lopez à l'improvisation, qui est un énorme monsieur, qui est vraiment, je l'aime d'amour, mais c'est surtout un artiste que j'admire profondément. Et puis aussi Joël Demarty en théâtre classique. Voilà, on avait des intervenants de grands renom qui travaillaient, qui étaient sur le coup. Moi d'ailleurs, dans ma classe, il y avait des gens qui sont devenus aujourd'hui des acteurs que le grand public identifie très bien, qui travaillent très bien, comme Pio Marmaille par exemple. Et donc voilà, j'ai fait cette formation. C'était une formation sur 3 ans, moi j'ai fait 2 ans. J'ai eu la chance d'avoir un agent très vite et de travailler assez rapidement, donc j'ai fait les 2 premières années, puis après je suis parti tenter ma chance, rouler ma bosse. Voilà, j'avais envie de me confronter à la vraie vie, au public, au fait de jouer, et puis j'avais du risque aussi de me lancer dans l'aventure. Et puis à partir de là, surtout ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié, parce que c'est ma personnalité, je suis plutôt comme ça, les stages. On a la chance en France, quand on est intermittent du spectacle, d'avoir accès à un certain nombre de stages, la plupart du temps gratuits ou à très peu de frais. Et donc j'ai essayé de faire 1, parfois 2 stages par an, d'à peu près tout, pour essayer de goûter à tout, de me confronter à tout. Je voulais vraiment que mon instrument soit le plus riche possible et le plus accordé possible. Donc quand je parle de mon instrument, je parle de ma voix, de mon corps, de ma vista, de ma capacité de concentration, de ma capacité aussi de connexion et avec les partenaires et avec le public. Je voulais faire de tout. Donc voilà, j'ai fait du clown, j'ai fait du kathakali, qui est du théâtre dansé indien, j'ai fait de l'impro, j'ai fait du travail à la caméra, j'ai fait du mime. Voilà, chaque fois qu'il y avait un stage qui se présentait à moi, j'essayais de le prendre. J'ai tenté, autant que faire se peut, de fuir
les stages qui étaient des trucs de réseautage, de rencontres, de directeur de casting. Moi, ce que j'avais envie, c'était de jouer, de me perfectionner, de rencontrer des arts plutôt que de rencontrer des gens qui font ce métier. Donc voilà, les rencontres réelles, les rencontres directeurs de casting, ça m'intéressait moins. En revanche, tous les stages vraiment de travail, vraiment, ça m'intéressait. Et donc ma formation, grosso modo, elle vient de là. En 2005, si je dis pas de bêtises, j'ai la chance de décrocher un rôle dans une série télé pour France 2. Je pars tourner en Suisse, je rencontre une de mes partenaires qui s'appelle Rebecca Stella, qui va devenir une très grande amie, une très grande alliée dans ce métier, et surtout, on va grandir ensemble. Elle va, par un coup de bol énorme me concernant, accepter de mettre en scène mon premier seul en scène. Ça s'appelait Monologue pour les vivants. Et à partir de là, on ne va plus vraiment se quitter. Elle va mettre en scène mon deuxième qui s'appelait Suite Royale 2026. Et puis je vais beaucoup apprendre à son contact. Moi, je ne suis pas du tout un enfant de la balle. J'arrive pas du tout de ce métier. Et elle, c'est la fille de Daniel Mesguich, la sœur de William, la sœur de Sarah. Enfin, elle est, au-delà d'être extrêmement talentueuse, elle est totalement baignée dans ce métier. Donc elle a ce coup d'avance sur moi que je n'ai pas. Et donc je vais lui donner, moi de mon côté, peut-être toute une forme d'inconscience, d'insouciance et de folie. Et elle va me donner toute une forme de conscience de ce qu'est ce métier, d'exigence de travail. Je vais beaucoup apprendre à son contact, notamment beaucoup l'exigence de travail. Je me souviens quand je suis rentré à l'école de théâtre, Jean-Bernard Fessussi, le jour de mon audition, a dit on a affaire à un branleur, mais on va peut-être en faire quelque chose. Et je crois qu'il n'avait pas tort. Et j'ai appris au contact de Rebecca à comprendre que c'était un travail d'exigence avant tout. En tout cas, c'est comme ça que moi je le conçois aujourd'hui. Exigence avec soi-même, exigence avec les autres, exigence avec ses choix, exigence avec la manière dont on les porte. Et donc ça, c'est vraiment un point important de mon parcours, cette rencontre avec Rebecca. Et puis après, à partir de là, je vais avoir la chance folle de rencontrer des metteurs en scène, de travailler avec d'autres comédiens dans des grands théâtres, des spectacles à plusieurs. Et je vais essayer de mener ma barque en faisant, avec la chance de pouvoir le faire, un peu de doublage, un peu de théâtre à plusieurs avec des pièces classiques, un peu de théâtre à plusieurs avec des pièces contemporaines, un peu de seul en scène, un peu de travail à la caméra avec de la télé, un peu de travail à la caméra avec du cinéma, et même une émission de télé de lecture où je vais faire des lectures télévisées pendant un peu plus de 10 ans à la télé. Et donc voilà, je vais un peu goûter à tout ça, et j'élargis totalement le spectre de la manière dont je conçois ce métier. Et très rapidement, je me rends compte que ce qui me fascine, c'est la rencontre avec les autres, la rencontre avec le public, l'échange, mais surtout le fait de raconter des histoires. Et à quelque endroit que je me situe. Parfois, je suis une toute petite pièce d'un très grand puzzle, comme sur des très grands films dont je suis très fier, mais où ma participation est assez fine. Et puis d'autres fois, je suis l'unique pièce d'un puzzle, comme dans les seuls en scène, où je suis auteur, interprète, et je suis seul au plateau pendant 1h20. Voilà, il y a vraiment ce truc-là, mais j'essaie d'avoir la volonté, la gourmandise de prendre tout ce qui vient et d'essayer de grignoter tout ça, autant les uns que les autres. Je n'ai pas de choix particulier, j'ai pas de plaisir particulier, si ce n'est celui de me dire que chaque expérience est bonne à prendre. Et voilà, c'est vraiment ça le goût, j'ai vraiment cette gourmandise de raconter des histoires, d'échanger, d'être avec les autres. Je crois que c'est vraiment ça qui caractérise ma manière de concevoir ce métier, c'est une forme de partage. Je vais partager avec toi une histoire que j'ai découverte et que j'ai envie de te faire découvrir à mon tour. Donc je vais l'écrire, je vais soit la mettre en scène, soit me faire mettre en scène, et puis je vais te la jouer. Et puis inversement, à côté de ça, je vais partager la scène avec des copains, je vais partager avec un public, je vais partager. Voilà. C'est vraiment ce truc de partage, d'échange, c'est ça qui m'anime vraiment. Trop bien. Alors justement, tu as commencé à un peu en parler, et évidemment c'est un film que j'ai adoré, c'est Monsieur Aznavour. Entre autres, bien sûr, j'ai fait et ça. Effectivement, tu joues le rôle de Claude Nougaro, si je Non, de Gilbert Bécaud. Ah, Gilbert Bécaud, je ne sais pas pourquoi j'ai confondu les deux. Gilbert Bécaud, bien sûr. Et comment parce que bon, évidemment tu es grimé pour lui ressembler, etc. Comment tu t'es retrouvé dans cette aventure de Monsieur Aznavour? Écoute, c'est le directeur de casting, David Bertrand, qui m'a téléphoné. D'ailleurs, je suis extrêmement flatté qu'il ait pensé à moi, parce que c'est drôle, dans ce métier, tu as souvent le sentiment que les directeurs de casting, les réals, les producteurs ne savent pas qui t'es ou t'ont oublié. David, c'est quelqu'un d'extrêmement fidèle et d'extrêmement connecté aussi à ce métier-là. Donc il n'a pas toujours le temps de répondre aux uns et aux autres, mais il sait qui sont les gens. J'avais travaillé avec lui sur un autre projet quelques années auparavant. Il se souvenait de moi, il recevait régulièrement mes actus sans forcément me répondre. Et puis ce jour-là, il m'appelle, je me souviens très bien de l'endroit où j'étais quand il m'a téléphoné. Et il me dit voilà, je trouve que la ressemblance
il y a quelque chose. Ouais. Il s'est avéré qu'il avait raison et qu'il a un vrai œil, et c'est rare. Et quand je dis c'est rare, ce que je veux dire, c'est que j'ai commencé ce métier à une époque où les directeurs de casting étaient moins nombreux, beaucoup plus ancrés dans leur métier, beaucoup moins volatiles, mais ça c'est valable pour toute la société. C'est-à-dire qu'avant on avait un métier pour toute une vie, et puis petit à petit tout ça c'est un petit peu délayé à tous les endroits, pas que les artistes, pas que voilà, à tous les endroits. Et à l'époque il y avait des directeurs de casting de métier, ils étaient une dizaine, on les connaissait, on envoyait des photos en 13-18 noir et blanc par courrier postal. Tu vois, tout ça c'est perdu avec d'abord internet et puis les réseaux sociaux. Maintenant il y a une espèce de contact qui est à la fois beaucoup plus facile et du coup beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, un directeur de casting, il est directeur de casting sur un projet, puis le projet d'après, il est réel, et puis le projet d'après, il est comédien, puis tu l'as perdu de vue, puis tu sais plus ce qu'il fait. À l'époque, c'était très identifié. Et donc, moi, j'ai connu ce métier à cette époque-là où les directeurs de casting étaient des passionnés, vraiment ils étaient dédiés à leur art, et c'était un art d'arriver à faire des familles de comédiens, de mettre celui-là avec celle-là, parce que ça allait matcher, il y avait un vrai truc comme ça. Je trouve que c'est quelque chose qui, avec le temps, s'est perdu, pas de leur fait, du fait de ce métier, du fait des contraintes financières. Maintenant, tu as des producteurs qui vont te demander, ah oui, mais combien il a de followers? Tu dis, non, mais lui, il joue bien, lui. Lui, il joue bien, avec elle, ça va matcher. Ils ont un... Oui, mais attends, qu'est-ce qu'il a fait avant? Combien il a de followers? Qu'est-ce qu'il est capable de me vendre comme produit dérivé? Qu'est-ce qu'il va me faire comme vidéo quand le film va sortir? Il y a tout un tas de choses qui vont entrer en ligne de compte, qui vont un peu compliquer la donne de ce métier-là, mais à l'époque, ces directeurs de casting étaient très investis. Et David Bertrand, je trouve, moi, c'est mon avis, c'est un des derniers dinosaures passionnés de ce métier, qui garde au fond de lui ce savoir-faire, cet amour de faire, et il fait bien, quoi. C'est-à-dire qu'il a l'œil, quoi. Effectivement, il y avait une ressemblance. Moi, à ce moment-là, je ne la soupçonnais pas. Aujourd'hui, elle est évidente. J'ai des contacts très réguliers avec Émilie Bécaud, la fille de Gilbert, qui est fascinée par la ressemblance qu'elle voit entre son père et moi. Elle est d'ailleurs venue voir le spectacle et elle y a vu Monsieur 100 000 volts, et ça l'a touché encore plus. Mais voilà, donc il m'appelle. Je me souviens très très bien où j'étais, je reçois ce coup de fil et il me dit voilà, j'ai pensé à toi, il y a des auditions. Je vais passer 3 tours d'audition, si je me souviens bien, pour lesquels je vais bosser comme un fou. Comme un fou furieux. J'ai bossé pour ce rôle comme si on m'avait proposé le rôle principal d'un biopic sur Gilbert Bécaud. C'est ça. Et pourtant, son passage dans le film... c'est assez court, c'est quoi? C'est 5 minutes hein, ouais, c'est très ça passe très vite, quoi, tu vois. C'est fugace comme passage. Mais pour moi, d'abord, il y a cette exigence de me dire que si chaque comédien, avec 1, 2, 5, 10, 15 répliques, travaille comme si c'était le biopic de son personnage à lui, alors derrière, on fait un truc de fou. Donc, j'ai cette exigence. Après, il y a la volonté folle de décrocher le truc, mais je ne peux pas le laisser passer. En fait, je considère ce métier comme une succession de chances qui te passent sous le nez et que tu saisis ou que tu ne saisis pas. Et parfois, tu as la capacité de les saisir, parfois, tu as la volonté de les saisir, parfois non. Et ça dépend aussi de toi. Ta volonté à les saisir, ta capacité à les saisir. Est-ce que tu as travaillé suffisamment avant pour être là prêt tout de suite à enclencher? Et puis, donc c'est pour ça qu'il faut être tout le temps sur le qui-vive, de bien travailler, d'être toujours prêt à recevoir. Puis il y a des fois où dans ta vie, tu n'es pas là, quoi. C'est pas le moment, quoi. Et moi, à ce moment-là, j'étais pleinement là. Comment tu l'as préparé ce rôle? Écoute, écouté beaucoup de ses chansons ou... J'ai regardé énormément d'archives sur les réseaux sociaux, sur Internet. On a la chance d'avoir l'Internet, d'avoir l'INA, d'avoir YouTube, d'avoir ça. Des heures et des heures et des heures de Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud fumait beaucoup. La cigarette occupait un espace important dans sa carrière, à tel point qu'il y a beaucoup d'interviews où il la cite, où il la déclenche, où il la prend, etc. Il l'allume. Et donc, je me suis mis à fumer. Je ne fume pas dans la vie. Je me suis mis à fumer pendant, je crois qu'entre le moment où David m'appelle et le moment où j'ai mon premier tour de casting, il se passe 15 jours. Et pendant 15 jours, après aussi, et pendant 15 jours, je vais fumer pour avoir la cigarette au bout du doigt, pour avoir le réflexe de quand est-ce qu'on allume une cigarette, de machin, etc. Une vraie clope. En fait, d'ailleurs, c'est drôle parce que je me suis forcé à fumer des vraies clopes pendant toute cette préparation-là. Et arrivé sur le plateau, en fait, c'est des fausses clopes. C'est des clopes de cinéma, tu vois. Évidemment. Tu fumes de l'air, quoi. Il se passe rien. Et moi, je suis passé par l'étape tousser, se faire du mal, avoir les yeux qui piquent. Je me suis même, là vous n'allez pas le voir vous, mais toi peut-être tu peux le voir. Je sais plus à quelle heure, je me suis brûlé un cil en allumant une cigarette parce que je fume pas et que je savais pas faire. Et j'ai fait un truc comme ça, la flamme est partie un peu haut et tout. Donc il y a un de mes yeux là où j'ai un trou au milieu de mes cils. On dirait un petit bouton, ça fait un petit point blanc comme ça. Si on me regarde vraiment au miroir, je le sais, on dirait presque comme un mini orgelet, un petit point blanc. En fait, c'est un cil qui a sauté, quoi. Pendant ce tournage? Non, pendant la prépa, moi tout seul. Pendant la prépa, oui, moi chez moi tout seul, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Donc j'ai fumé, j'ai regardé beaucoup
d'interviews de lui. J'ai essayé non pas d'imiter le timbre de sa voix parce que ça c'était compliqué, mais j'ai essayé de choper un phrasé qui est souvent un phrasé d'une époque aussi. Dans le timbre de la voix, il y a des trucs qui sont trahis par les qualités d'enregistrement de l'époque. Et tu remarqueras que quand tu regardes des vidéos d'époque ou quand tu écoutes des sons de l'époque, ils ont presque un peu tous la même voix, une espèce de voix un peu nasillarde, un peu machin. Donc ça, tu es trahi par les qualités de la technique. En revanche, sur le phrasé, ça c'est un phrasé d'époque et chaque époque a son phrasé. On parle plus ou moins vite, on appuie sur telle ou telle syllabe et ça c'est un truc de... Je pense que nous on s'en rend pas compte parce que c'est nous, mais quelqu'un qui voudrait jouer un biopic de toi dans 15 ans, il arriverait à choper un phrasé qui est un phrasé qui est pas tant le tien que celui de ton époque, tu vois, il y a un peu de ça. Je comprends. Et d'ailleurs, souvent on croise des gens qui sont d'un autre temps, ils ont des phrasés qui correspondent pas avec les nôtres et on se dit ah c'est bizarre, tu vois. Et d'ailleurs même quand tu essaies de faire des accents ou quand tu essayes d'intégrer d'autres langues, tu vois, en tant qu'interprète, essayer de rentrer dans des langues, tu remarqueras qu'il y a des phrasés, il y a des rythmes. Moi par exemple, je sais qu'en portugais, les Portugais, ils ouvrent tous les sens. Tu vois, par exemple, ils vont pas dire le mec il m'a dit que, ils vont dire le mec il me dit que. Tu vois, les sens ils restent en l'air comme ça. Et ça, c'est des trucs, si tu arrives à les choper, tout de suite ça fonctionne. Les gens vont tout de suite dire ah, mais ils savent pas d'où ça vient. Ils vont dire mais oui, il parle comme ça, mon pote José, il y a un truc comme ça. Et en fait, toi, tu as réussi à capter pile l'endroit. Et à partir de là, tu peux dire ce que tu veux. Ton accent sera toujours bien parce que tu auras chopé le petit phrasé, le petit sens ouvert, le petit sens fermé. Tu vois. Et moi, ça c'est un truc qui me fascine beaucoup. Et donc, j'ai aussi travaillé par là. J'ai cherché toutes les portes d'ouverture possibles. Et puis j'ai cherché à me fringuer comme eux pour essayer d'avoir aussi des gestuels comme eux. Parce que, tu vois, par exemple, c'est bête, mais quand en 1970, les hommes portaient des talons, pour beaucoup d'entre eux, des talonnettes qui parfois allaient de 3 à 7 cm, ce qui est quand même pas rien. Ta démarche n'est pas la même, ta manière de t'asseoir n'est pas la même, tu vois ce que je veux dire. Et donc tu as plein de trucs comme ça que tu peux arriver à choper, etc. Et puis surtout, j'ai essayé beaucoup de m'instruire sur les origines de ces chansons, comment ils les avaient écrites, à quel moment c'était né. Parce que en faisant ça, j'arrivais presque un peu à toucher l'âme du personnage et tu vois une espèce de sensibilité. Par exemple, il y a 2 anecdotes folles qui me restent de Gilbert Bécaud. La première, c'est qu'à un moment donné où il est au top de sa carrière, il a la volonté farouche de monter un opéra. Et tout le monde se moque de lui en disant mais non, mais toi tu fais de la variétoche et tout ça machin, et il s'accroche et il fait son truc. Ça pour moi c'était hyper important, c'est-à-dire que c'était un vrai amoureux de la musique, c'est-à-dire que c'était un mec qui se trahissait pas aussi à l'endroit de ses envies et que même si ses chansons populaires avaient du sens, il était capable de garder en tête son rêve d'enfant ou son rêve d'insouciance comme ça, d'artiste. Tu vois. Et puis la deuxième anecdote, c'est la manière dont il a écrit sa chanson, alors là, le titre va m'échapper évidemment, c'est pas Nathalie, c'est l'autre, sa chanson la plus connue, Et maintenant que vais-je faire. Voilà. Et en fait, l'histoire raconte, telle que moi j'ai découvert, je ne saurais jamais si c'est vrai, parce qu'on ne saura jamais, parce qu'on n'avait pas avec lui, mais c'est ce qu'il se dit, qu'en gros, il faisait un trajet en avion, et la dame à côté de lui pleurait à chaudes larmes le départ de son amoureux. Et en fait, il paraît qu'au départ, il était agacé. Elle lui a gâché son vol. Et en fait, fatigué et agacé, qu'elle chiale, il lui dit madame, calmez-vous, qu'est-ce qui se passe Et elle lui a répondu il est parti, calmez-vous, parce que là, ça dure tout le vol maintenant. Et la dame lui a répondu oui, mais maintenant, je vais faire quoi je vais faire quoi sans lui Et maintenant, je vais faire quoi sans lui Pouf, il a gardé un truc, il s'est mis à écrire, etc. Et moi, quand à force d'archives, de machin, etc., quand il y a eu ce truc-là, je me suis dit en fait, c'est drôle parce que j'arrivais presque à me raconter qui il avait pu être, d'abord agacé, mais quand même suffisamment humain pour lui demander, et puis derrière de tout transformer en quelque chose, et puis je trouve ça très beau. Quoi. Voilà, donc j'ai essayé de travailler comme ça. Et puis après, il y a des anecdotes qui m'ont servi directement de manière très précise pour le casting. Par exemple, Gilbert, il passe une audition pour être pianiste dans un cabaret. C'est gentil, merci. Il passe une audition pour être pianiste dans un cabaret. Je crois que c'était dans le 9e, vers le Moulin Rouge, tu vois, un truc comme ça. Et quand il passe cette audition, il a 17 ans. Et donc, il arrive pour passer l'audition et on lui dit ah non, vous ne pouvez pas passer. On ne sait pas l'âge qu'il a à ce moment-là. Vous ne pouvez pas passer l'audition, il faut absolument une cravate pour entrer dans le cabaret, même pour le casting. Il retourne chez lui et il coupe le bas, tu vois, l'ourlet de la robe de sa mère, qui est une robe bleue à pois blanc. Et il se fait une cravate avec ça, il glisse dans sa chemise et tout machin. Et il arrive à l'audition comme ça. On le laisse rentrer, il joue son piano, paf, il est pris, il décroche l'audition. Donc là, on lui dit voilà, il faut signer, et au moment de signer, date de naissance, ah mais t'as pas 18 ans. On peut pas, c'est un cabaret ici, c'est impossible. Il fallait le dire avant, on peut pas te prendre. Et là, il dit non,
faut absolument me prendre, j'ai découpé la robe de ma mère. Si je décroche pas un cachet là pour lui rembourser sa robe, je vais me tuer quoi. Ouais. Et donc là, ils lui disent, bon bah écoute, on te prend au black entre maintenant et les 6 prochains mois, et quand tu fais tes 18 ans, on te fait ton premier cachet officiel. Et il intègre le truc comme ça, à même pas 18 ans, il a gagné ses sous et tout. Et à partir de là, il suppose que cette robe blanche, enfin bleue à pois blancs, etc., lui porte bonheur. Et donc, il va exister comme une espèce de tenue de scène avec cette cravate qu'on lui connaît, qui est sur tous ces trucs, etc. Et donc, quand j'ai découvert cette histoire, j'ai acheté sur Internet en livraison une cravate qui ressemble et tout machin. Et pour aller au casting, je me suis habillé en Gilbert Bécaud avec la cravate. Trop bien. Et donc, j'arrive habillé en Gilbert Bécaud. Je suis allé voir ma coiffeuse de quartier, qui est très fière d'ailleurs du fait que j'ai décroché le rôle. Elle nous parle tout le temps. Je suis allé voir ma coiffeuse de quartier, je lui ai demandé de me faire la coupe de Gilbert Bécaud à une certaine époque qui correspond à l'époque du film et tout. Et donc, j'arrive avec ma coiffure, j'arrive avec ma cravate et j'arrive avec tout le backup du travail que j'ai fait. Et quand David me voit arriver, il me dit ah, t'as carrément mis la cravate. Et moi, pensant qu'il connaît l'anecdote et qu'elle est connue, et elle ne l'est pas. Tant que ça. Tu vois, Non, je la découvre. Sauf que moi, j'ai tellement bossé que pour moi, tout me paraît évident. Et donc, pensant qu'il connaît l'anecdote, je lui dis en blague, bah oui, j'ai découpé le revers de la robe de ma mère, machin, etc. Et il rebondit pas plus que ça. Il me dit, bon, ok. Et il doit se dire, bon, le comédien est prêt à tout, il est fou. Mais il rebondit pas, tu vois. C'est drôle qu'il se soit pas renseigné sur le personnage. Ah bah lui, en tant que Dircast, avec tous les rôles qu'il avait dit, il va pas dans le détail de chaque, tu vois. Il a dû se renseigner, mais pas à ce point-là. Moi, c'était mon objectif. Et lui, il a distribué. Tu sais que sur ce film, pardon, je crois que, parce que tu sais, tu as des dénominations, tu as un rôle, puis après tu as des rôles, tu as des, comment on appelle ça, des silhouettes, puis des figurations. En rôle, dont je fais partie, il y avait tu as des photos de prod, tu as des murs de prod où on met des photos de tous les comédiens. Je crois qu'il y a une quarantaine de vrais rôles. C'est un film énorme, vraiment. Sans compter après les silhouettes, les figurants, les choses. Après, lui, il délègue tout ça, mais pour les rôles, énorme. Donc oui, il n'a pas le détail. Mais moi, je suis persuadé qu'il connaît. Et donc, il ne relève pas et on passe au casting. Et quand j'arrive pour le second tour, Mehdi, Dir et Encore Malade, qui sont les deux réalisateurs du film, sont là. On se salue, ils m'accueillent très bien et tout. Et puis il se trouve que Fabien, donc Encore Malade, il est en train de s'asseoir comme ça, il est en train de se mettre en place. Et Mehdi, il est en train de griffonner, il dessine beaucoup, Mehdi, il dessine comme ça. Et David, pensant me mettre bien, tu vois, pour me vendre, et c'est très sympa de sa part. Enfin, franchement, j'ai que de l'amour pour ce gars parce qu'il fait le métier comme moi je le suppose, c'est-à-dire avec un vrai amour des comédiens. Quand il te fait venir en casting, c'est vraiment pour t'appuyer, il croit en toi. C'est pas il a trouvé un mec au coin de la rue et ça fera la blague. Bien sûr. Et donc, pensant me mettre bien et m'appuyer, il dit, vous vous rendez compte, parce que j'ai remis la cravate, deuxième tour de casting, je reviens, il me dit, il dit, vous vous rendez compte, il a coupé ça dans la robe de sa mère, machin, etc. Et là, je vois Mehdi dire qu'il lève les yeux de son dessin comme ça, il me regarde, Fabien qui tourne la tête, et les deux, eux, ils avaient bossé leur truc. Et donc, eux, ils me regardent genre, tu seras pas un petit mytho, toi. Donc là, j'arrive pas, je vais pas démentir et mettre David en mauvaise posture, etc. Bien sûr. Oui, bien sûr. Enchaînons. J'ai passé mon casting, j'avais amené un paquet de clopes dans ma poche intérieure, et sans avoir prévenu personne, au milieu de la scène, tout en jouant, j'ai sorti ma clope, je l'ai allumée, je me suis mis à fumer dans le bureau de prod. Et je me suis dit, allez, ça passe ou ça casse, quoi, tu vois. On est en 2023 à ce moment-là, ou 2024, t'as pas le droit de fumer dans les intérieurs. Et quoi, tu vois, ils vont me dire couper, t'as pas le droit, écrase ta clope et leur refais pas la deuxième prise. Mais au moins, tu es là et t'as su ton truc. Et en fait, j'ai fait, je les ai emmenés dans le temps, quoi. J'ai fait Gilbert Bécaud, il fait quoi, il s'allume une clope, quoi, tu vois, et donc pendant la scène. Et je me suis allumé ma clope et tout. Et non, franchement, c'est un super souvenir. Mais j'ai un excellent souvenir de tout ça. Tu sais, après ça, on a eu des répètes où j'ai rencontré Tahar, qui est un acteur que j'apprécie énormément. De vraiment, j'ai une grande admiration pour le gars en tant qu'artiste. Et depuis que j'ai tourné avec lui, je suis assez bluffé par l'humain qu'il est. Moi, avant ça, j'avais eu la chance, quand j'avais été jeune talent Canadami en 2011, de tourner dans le même film, de donner la réplique à Karim Leclou. Et je l'ai mis un peu dans les mêmes tiroirs d'acteurs. Je trouve que c'est des mecs qui, humainement, sont vraiment extraordinaires, quoi. Il n'y a pas de concurrence, quoi. On est une équipe, on travaille ensemble, on s'admire les uns les autres. Il y a une citation comme ça qui dit « Avoir du talent, c'est déjà savoir en reconnaître aux autres ». Et je crois qu'ils en sont bourrés, quoi, parce qu'ils ont cette ouverture d'esprit d'être capable de reconnaître du talent chez les uns, chez les autres. Et tu vois, Bastien Bouillon, c'est pareil, qui tourne dans Monsieur Aznavour. Bastien, on a été Jeune Talent Canadami la même année. Avec Karim, on était dans le même film, et Bastien, il était dans un autre film, on était ensemble. Et on s'est revus, on s'est pas vu sur le tournage.
Mmh. On n'a pas de scène ensemble. On s'est revus à la fête de fin de tournage avec la même joie de se retrouver et il était d'une. Je sais pas, comme si on s'était quitté avant, tu vois, juste avant, il était très alerte de ce que je faisais, il était resté un peu connecté à ça, et c'était drôle parce qu'il s'était passé un peu plus de 10 ans entre les jeunes talents Cannes et maintenant, et Bastien, je l'avais jamais revu, et je n'étais même pas sûr qu'il se rappelle de qui j'étais. Et à la fête de fin de tournage, il y avait une petite gêne de ma part, tu vois. Ouais. Je me disais, bah, tu vas y aller, il se rappelle pas. Ouais. Rappelle pas, mec, t'es jeune talent Cannes, rappelle pas. J'étais hyper gêné, tu vois. Ouais, En fait, bien il vient sûr. tout de suite vers moi, il me dit, ah Lionel, putain, ça fait plaisir de te voir, t'as chouette dans le film, blablabla. Et franchement, c'est cool, quoi. Et c'est pas toujours le cas pour de vrai. Si je te le dis là, c'est qu'il y a aussi des acteurs qui sont des espèces de tiards, comme ça, qui il y en traînent a, pas de dans blagues, tous les mauvais et métiers. tout. Et moi, ces mecs-là, je les trouve précieux, quoi. Voilà, tu vois, et Tahar, c'est ça. Et donc, on a fait les répètes avec Tahar et Marie-Julie Beau. Et voilà, et ça a été fantastique. Tout a été génial tout le temps. Tout a été génial tout le temps dans leur manière de m'accueillir. Mais c'est là pour moi comme pour tout le monde. Mais dans leur... Par exemple, tu vois, quand j'ai joué avec Tahar Rahim, je ne lui ai pas donné. Tu sais, souvent il y a cette expression, je ne lui ai pas donné la réplique. C'est pas lui l'acteur principal et moi qui viens. C'est pas ça. On a joué ensemble. Alors, moi, évidemment, pour moi, à l'endroit où j'en suis de mon travail et de l'humilité évitante que mon parcours implique par rapport à un parcours comme le sien, moi, c'est comme si j'avais fait un match de tennis avec Nadal. Mais ça n'empêche qu'on a fait un match de tennis. On s'est renvoyé la balle l'un l'autre. Il y avait une espèce d'égalité, de pied d'égalité sur la manière dont on était traité par les réals, dont lui me considérait, dont moi je le considérais. Et très très rapidement, tu te mets à l'endroit de on joue ensemble. Je lui donne pas la réplique, je suis pas là je suis pas un faire-valoir d'un acteur connu. On est ensemble en train de jouer ensemble. Et ça pour moi, c'est un souvenir monstrueux. Et j'ai cette chance folle que je puisse à la fois être fier du film, heureux de l'expérience, de ce que j'ai fait dedans, et qu'en plus ça m'a ouvert des portes en sortant. Parce que tout le monde a remarqué ma scène là-dedans, assez furtive soit-elle, et j'ai reçu beaucoup d'appels, de propositions, de félicitations. Je me souviens notamment d'une agente de comédiens assez réputée, très en place, etc., qui me retient par le bras au Grand Rex ce soir de la Projo, et qui me dit « Bravo, c'est formidable ». Et moi, c'est pas de la fausse humilité, mais mon premier réflexe, c'est de dire « Vous êtes sûr que c'est à moi ou pas ?» Et elle me dit j'ai dit bah, avec vous, c'est bien vous. J'ai dit oui. Elle me dit bravo, vous étiez formidable et tout. Et ce soir-là, ça m'est arrivé 2-3 fois. Et notamment, ça m'est arrivé avec Zita Enro, qui est une actrice que j'admire beaucoup. Et d'un coup, elle vient me parler pour me dire que j'étais formidable. Tu vois, et moi, j'étais un peu genre. Et en fait, j'ai vraiment ce truc, parce que je suis pas un enfant de la balle, parce que mon parcours est un peu particulier, j'ai vraiment ce truc parfois d'avoir l'impression de pas en être. Et quand des gens que j'admire viennent me féliciter, il y a une espèce de métaverse qui se met en place où d'un coup tu dis c'est à moi qu'on parle, tu vois. Et sur ce film, j'ai vraiment vécu ce truc où il y a un côté genre tout le monde était très gentil, tu vois. Alors qu'en fait, bah non, tout le monde était très normal, tu vois. Mais je l'ai vécu comme ça et ça me va de vivre comme ça. En fait, parfois, je me déteste un peu d'être un petit ravi de la crèche et d'un autre côté, je me dis que cette capacité d'émerveillement. Ravi de la crèche, je ne connaissais pas. Tu ne le connaissais pas? Non. Moi, j'ai vraiment le sentiment d'être un ravi de la crèche. Il est content d'être là. Il est content d'être là. C'est vraiment un truc. Et d'un autre côté, je me dis putain, mais si tu perds cette capacité d'émerveillement, tu perds tout le reste. Quoi. Alors tant pis. Tu vois ce que je veux dire, dans la balance, tant pis pour la ravie de la crèche, va pour l'émerveillement. Et voilà, moi j'admire énormément ces acteurs-là. Ça n'enlève rien à ce que je suis, ça ne me met pas en dessous, ça crée pas de hiérarchie. C'est juste que je suis au spectacle. Je me dis putain, qu'est-ce qu'ils sont bons ces mecs. Et si en plus je peux travailler avec eux et que ça se passe bien et qu'ils me considèrent et machin, j'ai tout gagné quoi. J'ai tout gagné. Alors juste, j'en profite pendant ce chantier fromage. On est prévenu qui était très bavard, mais effectivement, très bavard. Mais c'est bien. Parce que j'adore quand on papote longtemps comme ça, j'adore ça. Et surtout qu'en plus, le podcast se veut sans forcément de coupure, donc du coup, c'est génial parce que du coup, on prend vraiment le temps de discuter et d'apprendre à se connaître, etc. Donc ça, c'est ce que j'adore le plus. Moi, j'aimerais que on va revenir à toi, enfant, ou dans ta jeunesse, etc. Mais j'aimerais que tu nous racontes ton meilleur souvenir théâtral, ou peut-être le premier souvenir théâtral, peut-être déjà, pour commencer. Alors, mais je suis pas enfant. J'ai aucun souvenir théâtral enfant. Ok.
Jamais été Je suis pas de ce milieu-là. Mes parents n'étaient pas du tout connectés avec l'art en général. On est allé une fois au cinéma avec ma mère, avec mes frères, voir Taram et le Chaudron Magique. On a vu le film 3 fois parce que ma mère s'est endormie à Ronny 2 et qu'on est resté dans la salle. C'est pas du tout, je suis pas de cette famille, je suis pas de ce temps-là. Mais tu t'aurais pu voir par exemple des artistes à la télévision, peut-être des pièces à la télévision. À la télévision. Ou des humoristes à la télévision. Ouais, à la télévision, j'ai un souvenir qui est extrêmement marquant dans le moment où je décide que peut-être j'ai envie de faire ça. C'est la découverte chez mon amie Sarah. J'espère qu'elle verra ce podcast. Elle me fait découvrir la VHS de Décalage de Gad Elmaleh. Alors j'ai un doute si c'est Décalage ou l'autre c'est moi, je me souviens plus dans quel ordre il fait les deux. Mais peu importe parce que les deux m'ont marqué très fort. Et là j'ai un choc. Un choc puissant. Et d'ailleurs... T'avais quel âge à l'époque? Je suis déjà ado. Je me souviens pas, mais je crois qu'on est déjà au collège. Tu vois, en tout cas, j'ai presque 14 ans, peut-être, je sais plus. Il faudrait voir à quelle année c'est sorti ce spectacle, mais je pense que j'ai 14 ans, comme ça. Et je sais exactement où on était. Je me souviens de cette scène très précisément. Comment elle décide de mettre la VHS, ce qui se passe à ce moment-là, ce que je ressens et tout. Et je nourris le rêve fou que Gad Elmaleh me voit sur scène, encore aujourd'hui. J'ai gardé beaucoup de choses de lui. Il a été une porte qui s'est ouverte pour moi vers voilà, cet endroit qui consistait à tenir un plateau. D'ailleurs, dans mes spectacles, je suis habillé en noir. Et c'est un truc que je garde d'un spectacle à l'autre. Et Jean-Philippe Daguerre m'a permis il m'a même proposé de le garder. On s'est beaucoup posé la question du costume et tout. Il m'a dit il faut que tu restes identifié comme dans ton précédent. Il faut que tu sois toi, une espèce de narrateur qui saute comme ça d'univers en univers. Et puis surtout, il trouvait ça très fort et je suis assez d'accord avec lui. Et c'est ce que je ressentais à l'époque dans ce que faisait Gad Elmaleh, c'est que du coup, tu disparais derrière cet habit noir. Ne reste que tes mains, qu'une espèce de. Voilà. Et j'ai gardé beaucoup de choses de sa gestuelle que je trouve ultra esthétique, très élégante. Ça veut pas dire qu'à mienne l'est, j'ai pas cette prétention, mais je veux dire, je trouve sa gestuelle très esthétique, très élégante, et je tente d'aller vers quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, c'est une de mes plus grandes fiertés quand on félicite le corps que j'ai sur le plateau et l'utilisation de ce corps et cette gestuelle. Je repense à ça et c'est une de mes plus grandes fiertés parce que c'est quelque chose que je vise, du souvenir de ça. Et voilà, et donc j'ai gardé beaucoup de choses de lui. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort. En m'intéressant à ce qu'il faisait, j'ai découvert à travers lui Elie Kakou, qui a été. Ils ont été poursuiteurs l'un de l'autre. Il est jamais très loin. Et Elie Kakou m'a beaucoup marqué, mais ça arrive plus tard. Mais ouais, non, j'ai pas de souvenir de théâtre enfant. Je suis ado, j'ai 14 ans, il y a Gad Elmaleh qui rentre dans ma vie, et effectivement, ça c'est très très impressionnant. Et après, j'ai un vrai souvenir de théâtre. C'est encore différent, c'est le moment où je me dis, ok, je vais en faire mon métier. Et c'est très étrange parce que c'est avec Jean-Philippe Daguerre, qui est aujourd'hui mon metteur en scène sur La Fleur au fusil, mais avec qui j'ai beaucoup travaillé avant ça. Mais en gros, donc voilà, il y a Gad Elmaleh où je me dis, tiens, ça pourrait être pas mal, ça reste dans un coin de ma tête, mais il se passe rien. Par des hasards de la vie et des rebondissements de la vie, je vais finir par aller dans une école de théâtre, mais rien à voir avec ça, et puis je vais me ressouvenir que il y avait ce mec-là qui était fort et tout, et je vais commencer à avoir des velléités de one man, de seul en scène, parce que moi, je voyais chez Gad Elmaleh quelque chose qui était plus proche, même si moi je savais pas le nommer à l'époque, du seul en scène. Aujourd'hui je saurais dire que du one man, et même si aujourd'hui on va dire que c'est du stand-up ou machin, je trouve que dans ces deux premiers, dans Décalage et dans l'autre c'est moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre du seul en scène. Il y a une grande douceur, il raconte des vraies choses. Tu vois, enfin, je veux dire, tout est très chargé politiquement, socialement, et rien n'est gratuit. Et je trouve qu'on n'est pas là pour. Voilà, je l'identifie pas moi comme du one man. À l'époque, les mecs qui font du one man, et ils me font beaucoup rire, hein, tu vois, ils occupent mon esprit aussi. Ils n'ont pas ce truc en plus qu'il a lui de liant entre les personnages, d'esthétique, de narration, de qualité d'écriture. Il y a vraiment un truc que je trouve fou chez lui, quoi. Et après, quand je fais mon école de théâtre, là,
je suis un peu paumé, quoi, tu vois, je suis en train de courir après les rêves qui sont pas les miens, j'ai l'impression qu'il faut être connu, enfin, je sais pas vraiment ce que je fais là. Et quand j'ai voulu faire ce métier, j'ai dit à mes parents, voilà, j'ai des velléités d'être acteur, ils n'ont pas du tout été pour, et ils m'ont dit deux choses. La première, ma mère m'a dit, c'est pas pour nous. C'est une phrase c'est pas pour les gens comme nous, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué. Et je me suis dit, c'est quoi les gens comme nous? Puis après, ils m'ont dit, si tu bosses vraiment, si c'est pas une plante, on sera toujours là pour toi. Et ça a habité aussi mon désir d'exigence et le fait que j'ai toujours travaillé, sans avoir le sentiment de travailler d'ailleurs, parce que ça m'a tellement plu très vite que j'avais l'impression en fait de juste être à l'endroit qui me fait kiffer. Tu vois. Et donc il n'y avait plus de travail. À ta place. Exactement. Bien sûr. Et donc un jour, je vais voir La Flûte enchantée, mise en scène par Jean-Philippe Daguerre au théâtre Comédia, qui depuis a changé de nom, qui s'appelle le Théâtre Libre, sur les grands boulevards. Et donc je vais voir cette flûte enchantée qu'il mettait en scène avec une compagnie avec laquelle je jouais. Je jouais dans un spectacle de Patrick Halluin pour cette compagnie-là, et lui, dans la même compagnie, mettait en scène La Flûte enchantée. Et quand j'y vais ce soir-là, j'y vais parce que c'est la même compagnie, on va voir les copains et tout. Je ne sais pas trop ce que je vais faire là. C'est Mozart. Tu vois, Daguerre, du théâtre, du classique. Là, pour le coup, c'est pas pour les gens comme nous, tu vois, la phrase de ma mère ressort. Et ce jour-là, je prends une baffe monumentale, bien sûr, non pas de qualité de théâtre, parce que bien sûr qu'il y a de la qualité. Et tout d'un coup, tout ce qu'il propose, c'est exactement pour moi. Et ce jour-là, il ouvre toutes les portes, en énorme. Et en gros, il a une manière de faire du théâtre, Jean-Philippe, qu'il n'a jamais perdu. C'est une manière d'ouvrir les portes où il dit « Venez, il y a de la place pour tout le monde. Je fais du populaire avec de l'exigence, je fais de l'exigence avec du populaire, j'ouvre toutes les portes, je casse toutes les barrières. Et en gros, il y a de la place pour tout le monde. » Et Jean-Philippe a ce truc, c'est un homme du peuple, un vrai de vrai. Tu vois, un mec du sud-ouest, tu vois, c'est un vrai de vrai. Il aime la bouffe, il aime la fiesta, il aime le bon vin, machin. Et en même temps, il dégage de manière simple et abordable, une grande culture, une grande connaissance de l'humain, une grande humanité, ce dont on a vraiment beaucoup besoin au théâtre. Et moi, à ce moment-là, j'ai une révélation. D'abord, c'est pour moi. Il existe des mecs qui ouvrent toutes les portes, et c'est ça que je veux faire, moi. Je ne veux pas faire de la grande galéjade, je ne veux pas faire de l'exigence, je veux faire moi-même. Il a réussi à être lui-même dans Mozart, c'est fou quand même, tu vois. Et je me dis, en fait, il y a de la place pour tout le monde, tu peux être toi-même. Et ce jour-là, j'ai une grande révélation. Je me revois, je suis sur le trottoir du Comédia, enfin devant, et j'ai été bluffé par la distrib, et notamment Stéphane Dauch, qui est un acteur que j'ai adoré. Et à ce moment-là, je me dis, peu importe tout ce qui brille, en fait, c'est tout ce qui allume une lumière en moi qui a du sens. Et là, je vais plus courir après les faux trucs, tu vois. Fini le gel effet mouillé, tu vois. Mais tu vois, tout d'un coup, il n'y a plus ce désir de camouflage, d'apparence, de porter le masque. C'est plus la gloire, tu vois, c'est plus ça qui fait rêver. Tout d'un coup, tu te dis, ah, c'est ça qui fait rêver. Qu'est-ce qu'on raconte, comment on fait vibrer une salle, comment on rentre à l'intérieur du cœur d'un spectateur pour créer ce que je suis en train de ressentir là. Je suis sur le trottoir du théâtre, complètement bluffé par ce que je viens de voir. Et tout d'un coup, il s'est passé un truc. Et ouais, à ce moment-là, je me dis, il faut absolument que je bosse avec ce mec. Pas parce que, d'ailleurs, à ce moment-là, il n'a pas tous ses Molières, mais pas parce que, juste parce que ce qu'il fait, c'est exactement l'endroit où j'ai envie d'être. Et d'ailleurs, ça s'est jamais démenti. On est, je ne me rends pas compte, une bonne quinzaine d'années plus tard. Et je travaille aujourd'hui avec lui sur la fleur au fusil, mais j'ai bossé aussi avec lui sur La Famille Ortiz, sur Aladdin. Et en fait, à chaque fois, j'ai ressenti ça, c'est-à-dire que tu vois, quand on a bossé La Fleur au fusil avec Jean-Philippe, parfois je raconte ça, je suis tellement en phase avec sa manière de voir le théâtre, qu'à chaque fois qu'il me disait un truc pour le spectacle, je disais oui. Mais pas oui parce que c'est mon metteur en scène, oui parce que ouais, t'as raison, c'est exactement ce que j'aurais fait moi aussi, t'as totalement raison. Et un jour, je rentre chez moi, et je dis à ma nana, je dis non mais demain je le contredis. En fait, j'étais terrorisé à l'idée qu'ils me prennent pour un abruti, pour un béni oui. Et je me dis, il faut absolument que je le contredise. En fait, j'ai l'impression d'être un mec qui n'a pas d'idée. Ouais, on va faire comme ça. Ouais, t'as raison. Mais en fait, c'est juste que je suis totalement sur les mêmes rails que lui. Tout ce qu'il dit, ça me semble évident. Et si c'était pas le cas, je dis, bah non, là, Jean-Philippe, je pense que machin. Sauf qu'à chaque fois, je suis d'accord. À chaque fois, je suis d'accord. Donc, soit lui me le vend super bien, soit juste on est sur la même longueur d'onde. Et au bout d'un moment, je me dis, mais il faut que je contredise, il faut qu'il voit que j'ai de la personnalité, sinon il va prendre pour un abruti. Oui, d'accord. Sauf qu'en fait, j'étais là. Et donc, le lendemain, j'y retourne, il me dit un truc, je dis, ah oui, en fait, et en fait, l'évidence à chaque fois. Et en fait, je sais pas comment lui le ressent. Mais moi, de mon côté, j'ai le sentiment vraiment qu'on s'est rencontrés, on
on a un sens. Une vraie belle rencontre. Ouais, artistiquement, c'est sûr, quoi. Je suis d'accord avec sa manière de voir le théâtre. Je suis. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Et du coup, bah, tout est fluide, quoi. Tout est facile. Quand tu bosses avec quelqu'un avec qui tu es d'accord, ben, en vrai, on va au même endroit, quoi, tu vois. On est sur le même chemin. Ouais, c'est vrai. Et ça, ouais. C'est rare aussi, quand même, dans le métier. Bah, Totalement d'accord avec une personne. Moi, je crois que c'est le seul, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, tu vois. Alors, j'ai peut-être. Comment dirais-je. Il s'est passé un laps de temps depuis que j'ai travaillé avec elle, mais peut-être Rebecca Stella, il y avait ça aussi. Mais c'était pas tant qu'on était d'accord, c'était qu'on grandissait ensemble. Là, on s'est rencontrés, on a chacun fait notre chemin, on se rencontre et on est d'accord. Avec Rebecca, on s'est construit ensemble. Donc en fait, on est d'accord d'avoir construit un truc ensemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore différent. Mais en tout cas, oui, peut-être ces deux-là, et peut-être là, si je réfléchis, il y en a peut-être encore un ou deux, mais je veux dire, c'est très, 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 très rare. Et c'est beau. C'est beau parce qu'en fait, comment dirais-je? Moi, je l'ai jamais vu, la Florfudie. Je joue à chaque fois que ça se joue. Mais je vois bien les retours des gens. Et en fait, je suis intimement convaincu que ces retours-là, ils ne sont pas à ce point beaux et dithyrambiques et tout ce que tu veux parce que Jean-Phi est extraordinaire ou parce que moi je suis extraordinaire, c'est pas ça l'idée. Ces retours-là, ils sont beaux parce que tout est juste, parce qu'on est au même endroit. Tu vois ce que je veux dire? Sa manière de voir les choses, ma manière de voir les choses, le sujet qu'on a choisi de traiter ensemble, que je lui ai apporté, mais il a choisi d'embarquer avec moi, donc on a choisi ensemble de travailler ça. Tout est au bon endroit de justesse, il n'y a rien qui accroche, rien qui machin. Donc évidemment, tu peux jamais plaire à tout le monde. Mais là, depuis qu'on a démarré, j'ai quand même le sentiment, j'avoue que quand même le sentiment, ça fonctionne plutôt pas mal. On fait pas trop de déçus, quoi. Et à chaque fois, je me dis, ça, c'est une fois dans une vie. Et d'ailleurs, là, on est éligible au Molière, et moi, j'arrêtais pas de dire, en fait, d'être éligible, pourquoi pas, mais d'être pressenti, ou en tout cas de se dire qu'on a un coup à jouer, qu'on n'est pas juste dans le cahier, ça ne m'arrivera plus jamais comme ça. C'est pas de la fausse modestie, c'est que cette rencontre-là, qui coche toutes les cases, en vrai, je crois que c'est une fois dans une vie. Après, tu peux faire des beaux spectacles, hein. Tu as la qualité d'interprétation, tu as la qualité de mise en scène, qualité d'écriture, tu feras... Mais ça, d'autant de points réunis pour faire... Il y a une alchimie folle qui s'est mise en place, qui fait que... Et moi, aujourd'hui, bien sûr, hein, je suis acteur de ce que je fais, je monte au plateau, mais j'ai presque l'impression d'être un entremetteur entre un truc qu'on a fait naître qui est extraordinaire et le public, et de dire, regardez. Tu vois, il y a un truc, je viens pas moi dire, regardez-moi, c'est pas ça que je fais. Je dis, asseyez-vous, regardez cette histoire. Ça a du sens quand même. Et parfois, quand je viens, quand les gens à la fin applaudissent ou se lèvent ou machin, j'ai vraiment ce truc de me dire, j'ai jamais le sentiment de, ah, ils se sont levés pour moi, c'est génial. Je me dis, ah, ils ont reçu l'histoire. Il y a vraiment un truc que j'ai l'impression qu'avec Jean-Phi, on est en train de transmettre une histoire. Alors, c'est justement, extrêmement beau. J'attrape la perche parce que vraiment, c'est un vrai coup de cœur 2026 pour moi, vraiment. J'en ai vu des pièces, mais là, j'ai pris une grosse claque dans la gueule. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai dû l'annoncer d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je crois une grosse claque ou un truc comme ça, je sais plus très bien. On va revenir sur les Molières après, parce qu'évidemment, c'est la consécration et je te le souhaite. Je vois. Je n'ai pas encore, mais voilà. Mais j'ai envoyé une boîte à questions sur les réseaux sociaux. Et j'ai quelques questions en rapport avec cette pièce-là que les gens m'ont envoyées. La première question, c'est combien de temps ça prend de faire un spectacle aussi exigeant sur le texte, sur le jeu et sur les lumières? Alors pour les lumières, c'est Moïse Hill dont il faut saluer quand même l'extraordinaire travail, parce qu'on parle toujours de Jean-Philippe Daguerre et du coup moi parce que je suis l'auteur et l'interprète, mais le travail de Moïse est extraordinaire. Et il est si subtil, ce travail de lumière, si intelligemment fait, que souvent, à part les gens du métier, on voit qu'on a kiffé sans être capable de mettre le doigt là-dessus, mais c'est les lumières, ça apporte énormément. Donc c'est important de le citer. Les lumières sont très importantes dans le spectacle. Très très importantes, et surtout elles ont été extrêmement bien réalisées presque comme un interprète, tu vois. C'est pas un seul en scène, il y a la musique, il y a la lumière. Totalement. Tu vois, il y a vraiment un truc comme ça qui existe, quoi, qui est palpable. Et d'ailleurs, moi, quand je monte au plateau, j'ai cette espèce de joie folle d'évoluer dans ces lumières comme on évolue dans un terrain de jeu, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment très, très jouissif, parce qu'elle me porte, quoi. Ça, tout d'un coup, tu tires un rideau, il y a une lumière qui arrive, t'as plus qu'à jouer, quoi, c'est facile pour toi, tu vois. Et ça a été vraiment très bien pensé par Moïse.
Alors combien de temps ça prend? Écoute, Parce qu'on le rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, tu as écrit le texte, Ouais. tu es l'interprète, et la mise en scène, du coup, c'est Jean-Philippe. c'est ça. Ouais. Et les lumières me disent. Écoute, pour l'écriture, c'est un travail un peu particulier. Moi, quand j'écris, donc c'est pas mon premier spectacle évidemment, et j'écris aussi du roman et tout ça, j'écris beaucoup dans ma tête. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des sujets qui m'habitent, il y a des choses qui me viennent en tête, des machins, ça. Tout au long de ma vie, tout le temps, j'ai un petit calepin ou des notes dans mon téléphone ou machin, et je note des tournures de phrases. Là, on est en train de parler, puis tout d'un coup, une espèce de fulgurance, et je dis, tiens, c'est pas mal, mais je sais pas quoi en faire. Et ça coïncide avec rien, je vraiment ne sais pas quoi en faire. Donc ça, c'est une première phase où je suis tout le temps un peu en train de constituer une espèce de grande base de données, d'aphorismes, de tournures de phrases, de jolies métaphores. Voilà, je suis quelqu'un de je sais pas comment on peut le signifier, mais je suis très sensible à la poésie de la vie en général et j'aime ça. J'aime les belles métaphores, j'aime les jolies tournures de phrases, j'aime la poésie en général partout où elle se trouve et pour moi la poésie elle peut être n'importe où, elle peut être à l'arrière d'un camion poubelle comme elle peut être sur un coucher de soleil, et je le pense sincèrement. Donc ça c'est une première phase, c'est ma manière d'être tout le temps. Et après quand je dis que j'écris dans ma tête, c'est que parfois il y a des sujets qui m'habitent et je les pose pas tout de suite sur le papier, donc ils sont là, ils sont dans ma tête et puis ils tournent et puis ils existent sans exister, puis je dors avec, puis je me réveille avec. Et donc, concernant la fleur au fusil, au départ, ce qui me donne envie d'écrire, c'est la transmission entre les générations. C'est ça qui m'occupe beaucoup et je pense beaucoup à ma grand-mère, mais à tous les gens qui sont autour de moi. Et je me dis, ce qui est vraiment très très intéressant, c'est de se demander qui sont les gens avant l'image qui t'arrive et qui est figée. Donc moi j'ai connu ma grand-mère comme mémé, c'était déjà une grand-mère, mais avant d'être une grand-mère, ça a été une mère, ça a été une femme, ça a été une petite fille, une adolescente, une petite fille. Voilà. Ça me travaille beaucoup et donc à ce moment-là, parmi les sujets qui sont dans ma tête et qui existent, il y a ce truc-là qui tourne pas mal. Et en m'intéressant à ça, je m'intéresse à ma grand-mère, et en m'intéressant à ma grand-mère, je découvre la révolution des œillets. Et en découvrant la révolution des œillets, c'est un truc qui est en moi, tu vois, qui est là, où je me dis, ah, c'est fou cette histoire, mais je sais pas que je vais écrire dessus. Mais ça me rend curieux. Et en fait, il va se passer 3 ans, où pendant 3 ans, je vais, comme un gourmand, comme un curieux, aller chercher des choses là-dessus. Et je vais beaucoup, beaucoup trouver de trucs. Et ça existe. Et je fais des dîners avec des potes, je dis, tu savais que machin, etc. Et puis après, je pars en tournée avec d'autres, et puis je suis dans le train, je me dis, tu savais que... Et je vois que ça m'occupe, je vois que c'est là, que c'est très présent en moi. Et puis à chaque fois que j'essaye d'écrire sur ma grand-mère, sur la transmission, sur là, ça revient, c'est tout le temps là, c'est très présent. Donc là, il se passe 3 ans où ce truc-là est en moi sans que j'écrive une ligne. Et puis ensuite, j'ai envie de remonter au plateau. J'ai envie de remonter au plateau, seul en scène, j'entends, parce que je jouais beaucoup, j'avais beaucoup de pièces en cours, mais le seul en scène me manque. Mon précédent seul en scène s'est arrêté en 2020 avec le Covid. À l'époque, on jouait à l'Essaillon quand le Covid est arrivé et il était question qu'on reprenne aux Petits Variétés. On avait eu un rendez-vous avec Lénaïque Lebrun, qui est directeur du Théâtre des Variétés. Il était question qu'on aille aux Petits Variétés là-haut. Et quand le Covid passe, tout trépasse. Le producteur qui voulait m'accompagner s'arrête. Moi, je mets la clé sous la porte de ma compagnie que j'avais depuis 2005, que j'avais montée à l'époque pour mon premier seul en scène. Et donc, il n'y a plus de structure. C'est pas tant des sous. 2005. Ouais, j'ai eu une compagnie pendant 15 ans, 2005-2020. Et en 2020, tout est très compliqué. Et en fait, c'est très compliqué parce que tu n'as pas de perspective d'avenir. Aujourd'hui, on est en 2026, on voit que les choses se sont retombées sur leur pied. Mais à ce moment-là, tu as très peur, tu n'as pas de perspective d'avenir, tu ne sais pas où tu vas, tu remets tout en question. Et puis surtout, il y a beaucoup de gens dont je fais partie qui rebattent un peu les cartes de leur vie, qui disent, au-delà des difficultés que tu rencontres parce que les théâtres sont fermés, parce que machin, il y a aussi qu'est-ce que je veux vraiment faire, qu'est-ce que machin, bref. Les choses sont très compliquées. Puis moi, en plus, j'ai été 2 fois papa. Une en 2016, mais une fin 2019. Donc quand le confinement arrive, ma fille, elle a 4 mois. Et donc du coup, tout ça, ça rebat aussi beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. D'un coup, tu te dis, je suis en train de bercer une petite fille de 4 mois dans un monde où on m'explique que le théâtre, c'est pas jouable, que... Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu remets beaucoup sur la question. Donc bref, le seul en scène s'arrête. Sauf que 3 ans après, j'ai des fourmis dans les jambes, quoi. En 2023, et je me dis, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et donc en 2020, je découvre sur les réseaux sociaux l'existence de la révolution des œillets. Alors on peut peut-être redonner un peu le contexte pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ouais. La révolution des œillets, c'est la révolution pacifique
mené donc par l'ensemble du peuple portugais, mais initié par les jeunes capitaines d'armée, qui a fait chuter la dictature de Salazar, la dictature portugaise, la dictature de l'Estado Novo, qui est la dictature la plus longue d'Europe. C'est une dictature qui commence en 1926 ou 26, pardon. En 1926, l'Estado Novo démarre. À la base, c'est un État autoritaire. En 1928, rentre dans le gouvernement de cet État autoritaire Salazar comme ministre de l'économie. Il va, en serrant tous les boulons à fond, remettre une patate dans l'assiette de tous les Portugais. Il devient un héros pour tous ces gens qui ont à nouveau à manger, sauf que ses idées sont plutôt sombres, et de ce fait de devenir un héros, il s'autoproclame dictateur, il met le pied dans la porte, et culte de la personnalité, torture, milice, police d'État, tenue pour les femmes, confiscation des terres des paysans, appauvrissement total de l'école avec un taux d'analphabétisation à cette époque au Portugal qui est catastrophique. À ce moment-là, il y a un taux d'analphabétisation au Portugal qui est plus élevé que dans des pays d'Afrique subsaharienne, etc. C'est une catastrophe. Ça se retournera d'ailleurs contre lui parce que pendant cette révolution des œillets, un des titres importants qui va constituer une musique dans laquelle il y a un message caché et qui va permettre la révolution des œillets, va réussir à passer l'étape de la censure parce que le policier chargé de faire cette censure ne sait pas lire. Donc, comme quoi, tu vois. Et donc, il a appauvri l'école, il a appauvri économiquement le pays, il s'est appuyé sur les guerres de colonies en Afrique subsaharienne, au Mozambique, en Angola, en Guinée-Bissau, qu'il ne veut absolument pas lâcher. Donc les hommes partent tous faire la guerre, les femmes sont ici à tenir les champs qui ne leur appartiennent pas. Enfin, c'est une catastrophe, le pays est très 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 pauvre. Il est pauvre intellectuellement, il est pauvre matériellement, il est pauvre financièrement, on flirte avec le tiers-monde. Ce pays qui a été, il fut un temps, la première puissance mondiale parce que une puissance de conquistador avec les caravelles, avec la conquête du monde, etc., est à ce moment-là une épave économique, sociale et à tous les points de vue. C'est pendant 48 ans. Et ça dure jusqu'en 1968 d'abord, où Salazar est atteint de démence, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui Alzheimer, mais à l'époque c'était diagnostiqué comme une démence. Pendant 2 ans, il est mis dans un bureau à part avec sa folie, où il est encore persuadé de diriger le pays, mais en fait il est malade, il ne dirige plus rien, et en 70 il meurt. Son successeur, Caetano, n'a pas le même culte de la personnalité qu'on retrouve chez les dictateurs et donc chez les dictatures, donc l'état autoritaire s'effrite un peu, et les jeunes militaires d'armée, les jeunes capitaines de l'armée qui ont une vingtaine d'années, sont fatigués d'égorger des gens parce qu'ils sont noirs ou homosexuels, sont fatigués de torturer, sont fatigués de faire la guerre en Afrique, et donc ils décident d'initier une révolution. Et c'est la seule fois de tout notre monde, de toute notre ère, qu'une révolution est initiée par l'armée elle-même. C'est-à-dire que généralement c'est le peuple qui se retourne contre l'armée qui est le bras armé de la dictature. Là c'est l'armée elle-même qui se retourne contre le dictateur, en l'occurrence Caetano, le remplaçant. Et en fait c'est une maladie auto-immune de la dictature, c'est-à-dire c'est les militaires qui n'en peuvent plus et qui se retournent. Et donc ils vont embarquer le peuple avec eux et ils n'ont qu'un seul mot d'ordre, ne pas devenir comme leur bourreau. Mourir peut-être, révolutionner peut-être, mais quoi qu'il arrive, rester humain, rester droit, rester pacifique. Et ils ne veulent absolument pas faire usage de la force. C'est leur seul credo, c'est rester pacifique, humain et ne pas faire usage de la force. Et ils vont y arriver. Une énorme marche pacifique va déferler sur Lisbonne. Acculé, Caetano est obligé de se rendre. L'Estado Novo tombe. La dictature s'arrête et instantanément, toutes les colonies d'Afrique subsaharienne redeviennent libres et tous ces gens redeviennent des humains, puisqu'ils étaient jusque-là considérés comme des animaux, comme voilà, une espèce de valeur marchande de main-d'œuvre post-esclavage, tu vois, etc. Et là, à ce moment-là, on est en 74 quand ça se passe, donc on est déjà bien après mai 68, on est dans une Europe qui est développée, toutes les colonies ont été libérées par tous les autres pays, que ce soit la Belgique, la France, etc. Et on a déjà vécu mai 68 en France, il y a des groupes de rock, il y a tout ça, tout est très libre, et le Portugal, lui, découvre la liberté à ce moment-là. De 74 à 76, il y a 2 ans de chaos politique pendant lesquels on essaie d'organiser les premières élections, et en 76, les premières élections démocratiques, depuis l'Estado Novo. Et 50 ans tout rond après, en 2026, les élections présidentielles, hasard du calendrier, elles sont tombées cette année-là. L'extrême droite est arrivée au second tour. C'était en février, là, début février.
Et le 8 février dernier, second tour de l'élection présidentielle au Portugal, 50 ans après, l'extrême droite était au second tour contre la gauche, contre le PS, et la gauche l'a emporté, rappelant que finalement on avait quand même un peu de mémoire et qu'on n'allait pas glisser tout doucement, ce qu'on aurait pu, parce qu'il y a déjà pas mal de pays d'Europe qui ont glissé, Trump fait une pression folle sur le reste du monde, l'extrême droite pousse de tous les côtés, tout le monde se referme, on aurait très bien pu au Portugal aussi glisser, et ils ont eu encore l'humanité de refaire front à nouveau 50 ans après, donc c'est un joli message d'espoir qu'ils nous envoient, et c'était assez émouvant pour moi de jouer ce spectacle à cette période-là et à ce moment-là. J'ai d'ailleurs eu dans le cadre de l'écho, j'allais dire du succès, de l'écho du spectacle, j'ai eu la joie de rencontrer lors d'un déjeuner le président portugais au moment où il était candidat, Michel, le portable du président du Portugal, puisqu'entre-temps il a été élu. Et on a échangé quelques mots là-dessus, et je pense que c'est un président qui fera à mon avis ce qu'il faut dans les idées qu'il a, même si au Portugal le système est fait de telle manière qu'il n'a pas tant de pouvoir que ça, le président. Mais en tout cas, il a un pouvoir de représentation, il a un pouvoir de donner une ligne directrice à l'image de tout ce pays, et puis il a un pouvoir aussi diplomatique dans les échanges qu'il va avoir et dans la représentation internationale qu'il va avoir, et je pense que c'est bien, même si c'est un petit pays, qu'en Europe, il y ait un président comme ça aujourd'hui qui a été élu avec ces idées-là de gauche, et je pense qu'il va se sentir bien seul. J'ai pas les mêmes espoirs pour la France en 2027. C'est un peu dur un peu partout, mais c'est bien qu'il soit là, et c'est bien qu'il soit là avec ces idées-là. Donc voilà, donc ça c'est la révolution des œillets. Et donc pour revenir à notre sujet de tout à l'heure, je découvre cette révolution des œillets en 2020 pendant le Covid. De 2020 à 2023, ça m'occupe l'esprit, je suis curieux. Et en 2023, j'ai envie de remonter au plateau, et là j'appelle Jean-Philippe. J'ai plus du tout envie d'être en autoprod, j'ai fermé ma boîte, j'ai eu des mauvais souvenirs de ce que pouvait être le confinement et de ce que ça avait créé chez moi économiquement, etc. Et donc je l'appelle et je lui dis écoute, j'ai envie de remonter au plateau, mais seul en scène, j'entends. Mais je voudrais être accompagné. Je sais que toi tu fais pas du tout de seul en scène, mais je voudrais te faire lire des trucs que j'ai écrits pour que tu m'orientes vers quelqu'un. Et au moment où je l'appelle, moi j'ai rien écrit. J'ai 3 idées de spectacle, mais j'ai rien écrit. Et Jean-Philippe me dit bah viens, on déjeune ensemble. Donc on déjeune et je lui raconte mes 3 idées, mais comme si elles étaient écrites. J'ai rien écrit. Et Jean-Philippe me dit genre un peu Edmond Rostand, quoi. C'est un peu ça. Et surtout c'est la deuxième fois que ça m'arrive, parce qu'avec Rebecca Stella, mon tout premier seul en scène, c'était pareil. On était dans le TGV en train de revenir de la série qu'on avait tournée en Suisse pour France 2. Et dans le TGV retour, pour me faire mousser, je lui dis que j'ai écrit un spectacle. Ce qui est faux. Et je lui raconte le spectacle. Mais je suis en train d'improviser une histoire. Je suis en train d'improviser une histoire de vrai. C'est l'histoire de... Et elle me dit bah fais-moi lire, ça a l'air cool. Et je rentre chez moi et j'écris en une nuit. Et je lui envoie. Et elle me dit vachement bien, je vais en scène. Et là, avec Jean-Philippe, il y a un truc un peu similaire. Quoi l'improvisation? Il y a un truc un peu similaire avec Jean-Philippe, c'est que je lui dis que j'ai écrit, alors qu'en fait, c'est des idées que j'ai en tête. Comme je dis, j'écris un peu dans ma tête, donc c'est des idées que j'ai en tête. Elles sont pas vierges, elles sont pas neutres, il n'y a pas rien, c'est pas de l'impro, mais c'est pas écrit. Et Jean-Philippe me dit écoute, comme là, il y a une date anniversaire, on est en 2023, et en 2024, ça va être le cinquantenaire de 25 avril 74. Et il dit fais-moi lire celle-là, parce que si elle est bien, il y a un coup à jouer sur le contexte, tu vois. Bien sûr. Et donc je lui dis ok, je rentre chez moi. Et en fait pendant 3 semaines, je le fais poireauter à base de mais écoute, regarde tes spams mon vieux, je te l'ai envoyé hier. Et en fait pas du tout. Moi je suis en train d'écrire comme un taré. Je me souviens qu'à cette période, j'ai fait un tournage à Rome, en Italie, et une des comédiennes avec qui je tournais me voyait gratter entre les pauses de tournage, dans l'avion, partout et tout. Et elle est venue voir le spectacle, elle m'a dit c'est fou d'imaginer que c'est ça que t'écrivais, et que maintenant je l'ai vu comme ça et tout. Et donc voilà, j'écris comme un forcené, comme un taré pendant 3 semaines. Puis 3 semaines après, je finis par lui envoyer un truc. Et il me dit, ah bah j'ai reçu, je dis, bah c'est pas trop tôt mon vieux. Et on en a jamais parlé, lui et moi, de cette phase-là, mais je raconte tellement en interview. Il a dû voir passer. Et donc voilà, donc je lui envoie ça, et il lit. Et moi, l'idée, c'était qu'il m'oriente vers quelqu'un qui fait du seul en scène, et en fait, il m'a orienté vers lui, quoi. Il m'a dit, j'ai envie de rester dans l'aventure, c'est vachement bien et tout. Moi, ça m'a ultra flatté parce que j'adore Jean-Philippe, et je t'ai raconté tout à l'heure ce qu'il représente dans ce métier, donc j'aurais jamais osé lui demander. Donc l'idée, c'était, oriente-moi vers quelqu'un, et à partir du moment où il me dit, bah, le quelqu'un en question, c'est moi, je dis, bien sûr, avec plaisir. Et à partir de là, démarre pour moi
tu vois, on disait tout à l'heure que pour Monsieur Aznavour, ça cochait toutes les cases de ce que le rôle représente, ce que le film je l'aime et ce qui s'est passé entre avec les gens. Là, Jean-Philippe, il y a un peu ce truc-là, c'est-à-dire qu'il a été, sans le savoir évidemment, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il a été à la hauteur de tout ce que j'avais vécu au contact de sa flûte enchantée quelques années plus tôt et de tout ce que j'ai vécu quand il m'a mis en scène dans les spectacles. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, être mis en scène, en seul en scène, c'est une espèce de one-to-one où tout peut s'effondrer, on ne sait pas qui on est, tu vois. Je suis plus dans une équipe, il n'y a plus d'autres comédiens, il n'est plus de passage, c'est vraiment nous, quoi. Et tout d'un coup, tout était ultra à la hauteur de ce que j'imaginais. On a construit ce spectacle chez lui, dans son salon, comme deux artisans. Comme des copains sortis d'école. Il y avait des Molières dans l'entrée. Il était connu, il était respecté, etc., admiré de beaucoup de gens. Et pourtant, on bossait comme deux passionnés, comme deux artisans. J'ai vraiment le sentiment qu'on a construit ce spectacle voilà, comme deux potes se mettent à faire un meuble avec 3 bouts de bois. Quoi. Puis on était là, on met une vis ici, on met un dessert un peu là, on met un coup de peinture là, ouais, c'est joli. Enfin, vraiment comme des enfants, quoi. Et cette sincérité dans la manière de construire un objet théâtral, cette humilité, cette facilité, travailler comme des gamins. Quoi. Et ça, c'est un truc que je n'oublierai jamais de ma vie. C'est que c'est une des périodes les plus jouissives de ma vie d'artiste et de ma vie d'homme. Quoi. Je faisais 1h15, il habite totalement à l'opposé de chez moi, je faisais 1h15 de vélo pour aller chez lui. On a travaillé en décembre-janvier. Donc il y a eu une bonne partie de ces répètes qui se sont faites sous la neige. Et j'allais chez lui sous la neige à vélo comme ça, avec une banane monstrueuse, en train de vivre mon rêve d'artiste. J'étais pas content de bosser avec Jean-Philippe Daguerre modélisé, j'étais pas content de bosser sur mon prochain seul en scène, j'étais juste content de créer avec un pote où on était d'accord sur ce qu'on faisait et où on créait du théâtre. C'était trop beau, quoi. Vraiment, j'avais vraiment l'impression qu'on était 15-20 ans avant et que je sortais de l'école et que j'étais en train de faire un truc de manière un peu insouciante. Je vais même te dire, avant qu'on commence à travailler sur la fleur au fusil, j'ai la flûte enchantée. Avant qu'on commence à bosser sur la fleur au fusil, il y a une part de moi qui regrettait, comme on regrette une période passée qui ne reviendra plus, qui regrettait une forme d'insouciance que j'avais quand je suis sorti de l'école de théâtre. Tu vois, par exemple, pour mon premier seul en scène, on a joué au Trianon. Pas parce qu'on était bon, pas parce que j'étais hyper, machin, parce que j'étais fou. Rebecca me dit, où est-ce qu'on joue? Je dis, je sais pas, moi je connais rien. Non, je n'y connais rien, moi je suis pas un enfant de la base, je sais pas où. Dis-moi toi où on joue. Je sais pas. Je suis rentré chez moi, j'ai pris le bottin, papier, j'ai tourné les pages et j'ai appelé tous les théâtres de Paris sans savoir ce que ces théâtres étaient. Incroyable. Donc j'ai appelé aussi bien le Bouffon Théâtre que le Pixel, que le Trianon, ou le Saint-Georges, tu vois. C'est un spectacle, je savais même pas comment ça se faisait. Aujourd'hui je me dis, personne ne fait ça. Et le Trianon, Guy Balancy, qui était directeur du Trianon, m'a donné rendez-vous. Donc je pars avec mon petit scooter de ma petite banlieue, tu vois, je pars de ma Seine-Saint-Denis, là, de mon 87. Je garde mon scooter, je lève les yeux et je dis, ah merde, j'ai peut-être visé grand là. Mais en fait, j'ai aucune notion de rien, c'est des mots pour moi, c'est les pages jaunes. Et le mec m'a donné rendez-vous, j'aurais tort de pas y aller, tu vois. Je rentre, et dans le Trianon à ce moment-là, ils sont en train d'enregistrer La Nouvelle Star. Non. Les premières années de La Nouvelle Star. C'est énorme. J'enjambe des espèces de punk à chiens avec des sarmelles, des machins, etc. Et j'arrive au premier étage, la secrétaire me voit arriver, et moi j'étais jeune et je faisais jeune. Et elle me dit, oui, bon, bah, asseyez-vous, il va venir, etc. Et puis je sens qu'elle est hyper dubitative. Et Guy Balancy, que je connais pas, ouvre la porte et il fait, ah, c'est avec toi que j'ai rendez-vous? Parce qu'il voit ma tête du juvénile, machin, et je dis, bah oui. Il dit, oh merde. Il dit, bon, bah écoute, moi j'ai des trucs à faire dans le théâtre, suis-moi si tu veux. Et donc il part dans le théâtre, il change des ampoules, machin, etc. Et moi je le suis. Alors c'est l'histoire d'un enfant qui attend une maladie orpheline, il a 8 ans, tu vois, et puis à ce moment-là, puis au bout d'un moment il s'arrête et il me dit, mais t'as la niaque toi. Et moi je dis, comment ça? Et vraiment, sincèrement, je comprends pas quoi. Comment ça? Et il me dit, mais tu veux bien que je me fous ta gueule là. Enfin, je veux dire, je vais changer des ampoules, suis-moi, et toi tu marches après. Ça fait 10 minutes qu'on marche dans les coursives de ce grand théâtre. Et je dis, bah, vous m'avez dit, raconte-moi le spectacle. Je vous raconte le spectacle. Et là, il s'assoit, on est dans une loge, il me dit, assieds-toi. Je m'assois, et il me dit, tu veux jouer combien de dates? Je dis, je sais pas, qu'est-ce qui se fait d'habitude? Il dit, bon, je te donne 3 dates, on fait un week-end. Vendredi, samedi, dimanche. Moi, je fais, ah, bien. Il me dit, t'as des régisseurs? Je dis, qu'est-ce que c'est quoi, régisseur? Il me dit, bon, écoute, je te mets un régisseur plateau, un régisseur lumière, un régisseur son. Mais c'est tout, hein. C'est énorme. Et il me dit ça, genre, c'est tout, genre, me saigne pas plus, alors que moi, je suis pas en égo. Et tu prends juste ce qu'il y a à prendre. Et donc, je dis, d'accord.
Ok. Et il me dit, bon, tu vas faire un week-end, j'imagine que tu vas faire venir des pros, tu veux un bar? Et là, je dis, on n'a qu'à faire un bar, c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est Allons-y. bien, ouais. Et là, il me dit, bon, je te prête le bar, Ouais. mais par contre, les boissons, tu les trouves toi-même. Je dis, ça tombe bien, parce que mon père, il a une carte de chez Métro, donc je peux acheter en gros. Donc, il me dit, ouais, non, ta gueule, ne me raconte pas ta vie. Ça fait adorable. personnage. Et il m'a serré la main, on est parti, Ouais. je sors, je suis devant, comme ça, Ouais. j'appelle Rebecca, Mhm. je lui dis, bon, J'ai un bah, théâtre. on va jouer au triathlon. Elle me dit, c'est-à-dire? Et 16, 17 et 18 septembre 2005, là, c'est pour nous. Elle me dit, mais on répète? Je dis, oui, il m'a dit qu'on pouvait venir répéter, alors il faut que je joue avec lui combien de fois, mais on peut venir répéter. Elle me dit, ok. Et on a commencé comme ça, quoi. Et en fait, ce qui est fou, c'est que cette inconscience, cette insouciance, cette folie-là, elle t'ouvre des portes sans que tu le saches, et en même temps, elle peut t'enfermer aussi, ça dépend où t'es, mais tu ne te poses pas ces questions-là. Et moi, avant de bosser La Fleur au Fusil, ce genre de souvenirs me revenait en mémoire, et je me disais, oh là là, c'était tellement plus beau quand j'étais insouciant. Pas parce que je faisais plus de trucs ou des meilleurs trucs, juste parce que la manière de les faire était dingue, tu vois, il y avait un truc comme ça, un peu... c'était... il y avait une espèce de grâce, tu vois. Spontané. Et une spontanéité qui était, c'est ça, très gracieuse, quoi. Et avec Jean-Philippe, j'ai retrouvé ça sur La Fleur au Fusil. Ce truc de, oh, c'est fou, ouais, viens, on met ça, ouais, c'est trop bien, ça. Et puis tout d'un coup, je rentre sur mon vélo, et puis. La mode de création, c'est génial. C'est ça, et puis t'écoutes un truc à la radio qui te donne une idée, alors que t'écoutes un truc qui n'a rien à voir, mais ça te donne une idée sur ce truc-là, et puis le lendemain, tu la proposes, et puis midi, ça. C'était fantastique, quoi. Moi, c'est une de mes plus grandes fiertés. De voir que ce spectacle existe aussi fort, avec toi qui me reçois là, moi qui en parle et machin, en sachant qu'on part d'un truc entre potes, chez lui, dans son salon. Tu sais qu'à 11h30, ses enfants rentraient manger à la maison, on s'interrompait sur les scènes de torture, tu vois, pour pas leur faire peur. et puis dès qu'il retournait à l'école à 13h, lui il commandait du chinois, et puis on bouffait du chinois en débriefant. Enfin, incroyable. Tout est fou. Je me souviens que Jean-Philippe me proposait toujours un truc à boire quand j'arrivais chez lui, et moi pour être poli, je lui demandais du thé, mais en fait je ne voulais rien boire, je suis le genre de mec qui ne boit pas grand chose et tout. Et un truc comme ça où je me suis dit, si tu lui dis rien tous les matins, c'est chiant, quoi. Et donc du coup, pour être gentil, je disais, ouais, je veux bien un thé. Et en fait, Jean-Philippe, il n'a pas de thé chez lui parce qu'ils n'en boivent pas, ni lui, ni Charlotte, ni personne. Et donc du coup, au fur et à mesure des répètes, je lui ai défoncé tout son thé, il n'y avait plus de thé chez eux. Et un jour, lui, il me dit ça, et moi, je sais que les 90% des tasses de thé qu'il me sert, elles refroidissent et elles restent là, il va les jeter, je les bois pas, tu vois. Et donc du coup, en cadeau de première, je lui offre un grand boîtier de thé, machin. Genre, tout est fou, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites anecdotes à plein d'endroits, de trucs où j'arrivais avec ma petite pudeur, je voulais pas te dire. On était à un endroit de vérité, tu vois. On n'était pas... Je pense que cette période-là, lui et moi, on a créé une espèce de bulle un peu d'enfant. Et en 2 mois, au final, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, on a répété décembre-janvier. Parce que là, attends, tu as écrit au final le texte. Voilà, donc ça, je l'ai écrit. On est, je ne saurais pas te dire, donc 3 semaines. 3 semaines, ouais, c'est ça. À partir de là, il se passe quelques mois où il va proposer le texte à un producteur, puis le producteur va lui dire, ok, moi j'en suis, mais il me faudrait un nom, et puis Jean-Philippe me dit, bah, ça pourrait être moi le nom si je te mets en scène, et puis finalement il me l'enseigne, et puis il me produit, enfin, voilà, il y a une espèce d'avancée comme ça où on tâtonne. Puis à partir du moment où on tâtonne, je lui dis que j'aimerais bien être sur scène le 25 avril, parce que c'est la date anniversaire, donc il me dit que ça pourrait être pas mal de faire Avignon en 24 et de faire une représentation test le 25 avril. Donc on part là-dessus. D'accord. Et à ce moment-là, une fois qu'on a décidé ça, on se met à répéter en décembre-janvier. Décembre-janvier, on répète. Février, lui, il partait en vacances. Moi, j'avais d'autres trucs de boulot et tout. Et je crois qu'on se revoit en mars pour faire 2-3 serrages de vis. On en fait alors, on fait une première rencontre avec Moïse, le créateur lumière, au Petit Montparnasse. Donc on sort de son salon pour aller au Petit Montparnasse et là on rencontre Moïse. Une fois qu'on a fait ça, on fait un deuxième petit serrage de vis où on propose un filage à Charlotte, la femme de Jean-Philippe, Charlotte Matzneff, qui est metteuse en scène aussi et comédienne, qui joue actuellement dans... On le voit ça à l'image, c'est quoi le... Oui, on le voit. Elle joue actuellement la femme de Craven, donc la femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob dans un spectacle écrit et mis en scène par Jean-Philippe extraordinaire. Et donc Charlotte vient assister à une des répètes au Rive Gauche. Rive Gauche où j'avais passé quelques années plus tôt sur la même scène l'audition pour Le Petit Coiffeur de Jean-Philippe, que j'avais pas eu mais qui est un de mes plus beaux souvenirs d'audition. Je cartonnais en audition, je suis très fier de mon audition.
Et j'en garde un souvenir comme si j'avais fait un projet, alors que j'ai pas été pris sur la pièce, mais C'est vraiment très très beau. Et au sortir de ce filage, Charlotte me dit 3 mots qui vont être précieux pour la vie du spectacle, extrêmement précieux. Je pense sincèrement, sauf le respect que je dois à Jean-Phi, mais je suis sûr qu'il me pardonnera, qu'elle a sauvé le spectacle ce jour-là. Pas qu'il aurait été nul, hein, mais qu'il est 1000 fois meilleur, avec 3 mots qu'elle m'a dit. 3 mots, rien. Et Qu'est-ce que et c'est que ces 3 mots? mais je pourrais te le dire, il n'y a rien de secret, mais je repars en écriture très très rapidement. Et on fait la représentation test le 25 avril au Ramlag, grâce à la gentillesse folle de l'équipe du Ramlag qui nous accueille. Parce que tu sais, tous les théâtres que je cite là, l'intérêt c'est aussi de les citer, de dire que ce spectacle existe parce qu'il y a des passionnés qui ouvrent les portes. Alors, bien sûr, tu les ouvres plus facilement à un Daguerre multimodularisé, évidemment. Mais il y a des passionnés qui ouvrent les portes, qui accueillent, qui tentent des trucs. Et là, pour le coup, cette représentation test au Ramlag, moi j'en garde un souvenir très ému parce que c'est des vrais passionnés de théâtre, quoi. Ils font du théâtre pour de vrai, quoi. C'est pas des commerçants, tu vois. Et d'ailleurs, la chance que j'ai, c'est que tous les endroits où je suis passé avec ce spectacle, je suis jamais passé chez des commerçants. C'est toujours que des passionnés de théâtre avec une vraie envie chevillée au corps. Et ça n'empêche qu'il y en a dans ce métier. Mais par chance, et parce que ma bonne étoile aussi, et parce que Jean-Phi aussi, et qu'il sait aussi s'entourer de ces gens-là, et qu'il est de ces gens-là, nous, on n'est passé qu'à des endroits où on a bossé avec des passionnés de théâtre. Et donc voilà, et donc on fait ça au Ramlag et le spectacle est né comme ça. Donc c'est entre la première représentation qui rencontre le public et les répètes, il se passe 5 mois, c'est décembre-avril. Voilà. Mais nous, on fait des petites pauses, donc ouais, c'est 2-3, si on met tout bout à bout, c'est peut-être 2-3 mois de taf pour mettre le spectacle debout, tu vois, pour le sortir vraiment du texte, pour le sortir de terre, pour mettre debout, c'est 2-3 mois. Alors justement, si tu devais résumer le spectacle en 20 secondes. Ouais, en 20 secondes, c'est l'histoire vraie de la chute de la dictature portugaise par un mouvement pacifique qui n'a fait aucun mort et qui a respecté l'humanité qui est en chacun d'entre nous et qui a donc réussi à faire tomber la barbarie et l'horreur, la plus longue d'Europe d'ailleurs, 50 ans, 48 ans de barbarie et d'horreur, par l'union, l'amour, avec des fleurs et des chansons. C'est beau. Alors, plus intimement, du coup, c'est l'histoire d'un petit-fils qui parle avec sa grand-mère. C'est ça. En fait, ça part de là. Ça part de là. Ça part d'un petit-fils qui parle à sa grand-mère, qui lui explique qu'il a une émission de radio dans laquelle il ne sait pas trop quoi dire à ses auditeurs, qu'il cherche des thèmes, qu'il a envie d'habiller un peu son truc, mais qu'il n'a rien à dire en gros pour être concret. Et sa grand-mère lui répond: mais tu plaisantes, t'as 1 milliard de trucs à dire, il y a 1 milliard de combats autour de toi et je sais de quoi je parle. Et moi-même, j'ai eu affaire à une radio qui, quand elle s'est avérée être libre, elle a changé la face du monde. Et il dit: mais de quoi tu parles? Et elle lui dit: je te parle de la révolution des œillets, t'as jamais entendu parler? Et il dit: non. Il dit: je vais te raconter mon histoire. Et là, on fait des va-et-vient dans le temps, et géographiquement aussi, entre la France, le Portugal, le Mozambique, l'Angola. Et elle va raconter cette histoire folle, où elle a été partie prenante de cette révolution des œillets, qui s'est construite d'abord par les militaires qui ont initié la chose et qui ont dû communiquer clandestinement entre eux pour tous se convaincre. Et puis il y a aussi une part du peuple, notamment les étudiants, les communistes, qui pour beaucoup d'entre eux sont venus se cacher en France, qui était un peu l'arrière-garde de la préparation de cette révolution, avec notamment un disque qui a été enregistré dans le 95 ici, qui a été la musique qui a donné le top départ sur la radio censurée d'État à cette marche pacifique. Et puis après, il y a les femmes qui ont été très très importantes dans cette révolution et qui sont symbolisées par le personnage de Céleste, de la grand-mère, avec notamment cette manière de tenir le pays pendant que les hommes étaient envoyés en Afrique subsaharienne pour faire la guerre. Et donc j'essaie de garder toujours ces 3 grands axes militaires, civils, avec mes 3 personnages principaux. Donc Céleste, la femme, Chico, qui représente les civils, même si c'est un militaire à la base, mais il va nous emmener à faire ce voyage en France, et puis Zé qui est le militaire. Et voilà, c'est un passage, un va-et-vient entre des flashbacks et des moments présents entre la grand-mère et son petit-fils pour raconter cette histoire. Et très très rapidement, on essaye dans l'écriture de trouver une espèce de mise en abîme pour que le public devienne le petit-fils et que le spectacle ici sur scène devienne la grand-mère, et pour que cette narration elle soit vraiment horizontale, quoi, qui est vraiment un truc continu où tu as l'impression de recevoir cette histoire autant que le personnage du petit-fils qui est sur scène. Bien sûr.
vraiment, c'est un spectacle. Alors, là, quand l'épisode sera diffusé, effectivement, ça sera, je crois, fin juin 2026, donc tu vois, on prend beaucoup d'avance, mais évidemment, moi, j'ai eu la chance d'aller voir ce spectacle, qui est une merveille, parce que, alors, outre le côté ça en scène, mais c'est comme tu interprètes quand même, je crois, 18 personnages Ouais, c'est ça. au total, ce qui est énorme. C'est pas mal. Et vraiment, quand je dis que tu incarnes, c'est-à-dire qu'il y a 18 personnes sur scène, alors que tu n'es que seul en scène. C'est incroyable. Là, tu passes de la grand-mère, tu passes à Chico, avec des accents différents, avec des gimmicks différents, avec des gestes différents. Là, la gestuelle est incroyable. Incroyable. C'est fou parce qu'il y a une chaise, Ouais. il n'y a que ça. Il y a la lumière, évidemment. Il y a le son. Moi, j'ai retenu beaucoup le son aussi, parce que le son est très, très important. Ouais. Mais la gestuelle, toute cette gestuelle, je ne sais pas comment tu t'es inspiré pour faire cette gestuelle-là, si tu as l'habitude, j'imagine, comme beaucoup de comédiens, de regarder beaucoup les gens, je sais pas, de reproduire ce que tu as pu vivre, ou si tu t'es inspiré de ta propre grand-mère, parce que c'est pas ta grand-mère en Irak, c'est pas ta... Si, c'est-à-dire que... C'est pas ta vraie grand-mère dans l'histoire. Alors si, en fait, ma grand-mère s'appelle Céleste. Oui. Céleste Cairo, qui Ouais. est la femme aux œillets, s'appelle Céleste. Ouais. Donc moi, je fais un nœud de narration à cet endroit-là. C'est ça, voilà. Donc je ne suis pas le petit-fils de Céleste Cairo, Voilà. qui a été partie prenante de cette révolution, quand j'ai partie prenante. En fait, Céleste Cairo, elle travaillait dans un restaurant qui fêtait son anniversaire le 25 avril 1974, et pour lequel le patron du restaurant avait acheté des œillets, qui est la fleur de saison, pour offrir à ses clients, donc ils étaient disposés sur les tables. Et quand elle a vu les militaires dans la rue, elle s'est saisie de ces fleurs, elle est sortie, elle les a distribuées, elle les a mis à la butonnière, et voyant qu'elle faisait ça, des gens l'ont imité. Il y avait des marchés qui étaient installés avec des fleurs et tout, ils l'ont imité, ils ont distribué des fleurs, alors pas que des œillets, des tulipes, il y a plein d'images d'archives qui existent. Histoire vraie. Et donc voilà, c'est une histoire vraie. Et du coup, il y avait un journaliste du Monde, le journal Le Monde ici en France, qui s'appelle José Rebello, qui était envoyé spécial là-bas. Et José Rebello, quand il est rentré à Paris, il a fallu qu'il titre. Et cette révolution n'avait pas de nom, comme souvent les révolutions. Et comme il avait le souvenir de ses œillets, il n'y avait pas que des œillets, mais lui avait le souvenir de ses œillets. Il y avait aussi des tulipes, ça, on le voit sur les images d'archives. Il a titré dans Le Monde La révolution des œillets triomphe au Portugal, et le titre et le nom de la révolution est resté à cause de l'écho du journal et du fait qu'il soit tiré à beaucoup d'exemplaires et que voilà, que le nom est resté comme ça. Et donc du coup, moi je fais un nœud de narration à cet endroit-là. Donc si tu veux, c'est vraiment ma grand-mère dans toute la partie d'échange. Je suis très très inspiré d'elle, et les échanges qu'on a eus dans la vie sont les échanges qu'on a dans le spectacle. Je lui ai vraiment dit pourquoi tu m'as jamais raconté, elle m'a vraiment répondu pourquoi tu ne m'as jamais demandé, tout ça est vrai. En revanche, après je fais un nœud de narration pour créer une forme d'empathie, pour créer une forme, voilà. Donc c'est pas la même Céleste, mais c'est quand même ma grand-mère, effectivement. Écoute, comment je me suis inspiré, je crois que d'abord c'est mon 4e seul en scène, et au-delà du seul en scène, je fais aussi d'autres spectacles. Mais en tout cas, dans le seul en scène, il y a quelque chose où tu es, en tout cas tel que moi je le conçois, tu es un peu obligé d'aller chercher des gestuels, puisque tu dois faire plusieurs personnages et que tu dois très très rapidement les dessiner. Donc moi j'avais déjà ça sur mes précédents seul en scène. Je savais que c'était une de mes forces, entre guillemets, tu vois. J'ai plein de faiblesses à plein d'endroits, mais je sais que le dessin, la caricature du personnage, c'est quelque chose dans lequel j'aime m'aventurer, et souvent les choses dans lesquelles tu aimes t'aventurer, tu les réalises pas trop mal, puisque tu prends du plaisir. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui me viennent de beaucoup d'acteurs. Tout à l'heure j'ai cité Gad Elmaleh, j'ai cité aussi Eli Kakoun, il y a beaucoup de Chaplin, enfin voilà, je me suis beaucoup nourri d'heures de ces personnages. Donc maintenant c'est en moi, si tu veux. Je me dis pas comment aurait fait Chaplin, c'est simplement que j'ai en moi des souvenirs, des trucs, des machins, tu vois. Donc ça ressort, ça transpire. Et puis après, comme tu dis, il y a beaucoup d'observations des uns et des autres. J'ai en moi un certain nombre de choses que j'ai déjà acquises, et ensuite je les ressors au gré de la nécessité. Qu'est-ce que je pourrais mettre sur ce personnage? Ah oui, je me souviens qu'il y avait ça, il y avait des trucs. Et on sent, par rapport à ce que tu m'as dit au tout début, on sent vraiment que tu incarnes vraiment tous les personnages. C'est-à-dire que des fois, dans un seul en scène, il y a des personnages qui sont un peu secondaires. Voilà, mais juste à la là, voix, quoi. chaque personnage, les 18 en question, sont juste, on reconnaît à chaque fois que c'est un personnage différent. C'est quand même, en tant que jeu d'acteur, c'est remarquable. C'est très gentil. Vraiment. Après, c'est vrai que moi, pour moi, il y a
y a une joie aussi. En fait, quand je suis sur le plateau, je vous sens dans la salle. Et il y a une joie pour moi d'être capable d'être connecté avec vous. Par exemple, sur mon spectacle, je le fais pas tout le temps et très peu et tout, mais sur celui-là, sur La Fleur au fusil, il y a plein de moments où c'est une espèce de chant contre chant cinématographique, c'est-à-dire que je vais faire un personnage, puis l'autre qui lui répond, et il y a vraiment ce truc comme ça. Et moi, parfois, je reviens sur un personnage pour un plan d'écoute. Ça ne se fait pas au théâtre. Normalement, t'as celui qui parle, et puis après t'as celui qui parle, et puis après t'as celui qui parle. Et moi, ça m'arrive de revenir, et donc à ce moment-là, je me dis, comme je parle pas, il faut que je leur donne autre chose, tu vois. Et ça, c'est un peu ma joie de tenter de le faire. Si ça marche, tant mieux, je suis très heureux. Je sais pas que je vais réussir, mais c'est un peu ma joie d'être capable de tenir si bien mes personnages que je peux vous donner même des plans d'écoute, tu vois ce que je veux dire. Et donc je peux revenir sur un personnage juste pour écouter ce que l'autre lui a dit et voir dans l'émotion l'œil de ce qu'il a dit, et hop, je repars sur l'autre qui finit sa phrase, tu vois. Et évidemment, tu as une affaire de rythme qui fait que tu peux pas le faire tout le temps et partout et machin, mais il y a des moments où tu peux te permettre de faire ça, et où tout d'un coup, tu sens dans le public qu'ils sont avec toi, qu'ils ont compris qui était qui, et qu'ils ont rien lâché. Et ça, c'est une petite jouissance, quoi. C'est une petite... ce que tu as envie quand tu es au plateau seul en scène, c'est d'être connecté au public tout le temps, quoi. Et moi, par exemple, alors on ne dira pas ici pour pas spoiler, pour les gens qui n'ont pas vu le spectacle ou quoi que ce soit, mais je sais que le parcours de vie de Chico, le personnage de Chico, d'ailleurs là, samedi dernier, il y avait Fabien Galtier qui était dans la salle, le sélectionneur du 15 de France, qui lui m'en a voulu, mais je lui ai dit, c'est ma grande joie. Le parcours de ce personnage-là, si je le fais bien, il se passe un truc à un moment donné où vous vous dites, oh le salaud. Et il y a des gens qui m'en veulent un peu. Et en fait, c'est horrible, hein, parce que c'est un personnage, parce que je suis détaché de ça et tout, mais au moment où je joue, je suis extrêmement ému et touché de ce qui se passe. Mais après coup, pendant le spectacle, je sens les gens qui s'enfoncent dans leur siège et qui disent « Oh, ça !» Il y a un truc un peu jouissif, tu vois, à vous emmener avec moi. Si j'ai suffisamment bien fait mon boulot, là, ils doivent me détester. Genre « Oh non !» Tu vois, un peu comme tu regardes une série américaine, et puis les scénaristes font mourir ou font se séparer un couple que t'aimes bien, et tu vois « Oh non, les salauds !» Tu vois, et ben, j'aime l'idée que les gens dans la salle détestent l'auteur que je suis, le scénariste que je suis, entre guillemets. Et pour ça, il faut que je fasse très bien mon boulot. Il faut que vous vous attachiez au personnage. Mais ensuite, oui, évidemment. Quoi que je leur fasse faire, vous savez, oh génial, il lui arrive ça. Oh non, il lui arrive... Tu vois, et ça, c'est un petit kiff. Mais c'est presque plus un kiff d'auteur. Mais par contre, pour que l'auteur puisse prendre ce kiff, il faut que le comédien, schizophrénie, joue bien sa partition pour que vous soyez à fond avec eux, en fait. Si tu adhères complètement au personnage parce que je les ai vraiment bien faits, derrière je peux faire ce que je veux et toi t'es tout le temps genre oh non, t'es tout le temps ballotté, tu vois, et ça c'est vraiment kiffant, quoi. Mais je suis pas sûr que ça tu puisses le faire dans un spectacle à plusieurs, parce que dans un spectacle à plusieurs faut que tout le monde soit vraiment bah toi, ton boulot à toi c'est d'être le plus juste possible dans ton personnage à toi. Bien sûr. Et il faut que tout le monde soit au diapason et tout, mais t'as pas ce parcours-là, c'est pas pareil, quoi. Alors que là, moi, je suis capable, si je suis bon, il faut que je sois exigeant avec moi-même, que je travaille dur et tout, je suis capable de créer un vrai truc entre vous et les personnages. Et en plus, il y a un autre truc, c'est que souvent, quand t'es dans un spectacle à plusieurs, chaque comédien a un personnage, et c'est très bien, tu t'attaches au comédien. Moi, l'idée là, c'est que les gens sachent pas que j'existe, en fait. Moi, je suis habillé en noir, et il faut qu'on oublie Lionel, quoi, il n'existe pas. Totalement. Moi, je te voyais pas, hein, je voyais tes personnages. Et ça, c'est vachement cool, parce que du coup, en tant qu'interprète, je suis vraiment plus là, quoi. Donc du coup on se dit pas ah je m'attache à lui parce que j'aime sa voix, j'aime sa rythmique et tout. Comme je te dis, c'est vraiment c'est très bluffant, vraiment en tant que spectateur. J'ai retiré le côté professionnel, du théâtre, etc. Et je me suis mis en mode vraiment spectateur. J'étais pile en face de toi, voilà. J'étais très bien loti, tranquille, j'étais bien sur mon siège et tout. J'étais pile en face de moi. J'avais juste être en mode jouis de ce que tu es en train de voir. Parce que c'est un jeu qui est incroyable et effectivement on oublie complètement le comédien sur scène et on voit la grand-mère, on voit ses gestes, on voit le petit-fils, on voit le frère, on voit plein de choses. C'est marrant ce que tu dis parce que l'été dernier à Avignon, je tractais pour remplir ma salle et à un moment donné je suis en train de tracter une file de gens qui attendent pour entrer dans un autre spectacle et donc je tends le flyer à une dame et je lui explique de quoi il s'agit. Elle me dit ah non, vous êtes gentil, mais j'aime pas le seul en scène. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas avoir du seul en scène. D'abord parce qu'ils pensent que le prix du billet est pas justifié pour un seul mec au plateau. Et j'ai déjà entendu cet argument et je peux comprendre, même si je comprends pas, mais
Bref. Ouais. Il y a aussi des gens qui disent ah si j'adhère pas avec le gars, je suis paumé quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'après j'ai perdu 1 h 15, machin et tout. Puis il y a des gens qui n'aiment pas ce genre-là, ils ont besoin d'un décor, ils ont besoin de comédiens, ils ont besoin de machin. Bon, ce que je peux comprendre. Donc elle me dit ah non, je veux pas le seul en scène. Et dont acte, tu vois, j'insiste pas, et je dis bah super, bon spectacle, enfin elle est rentrée, donc bon spectacle, elle est rentrée, puis bon festival à bientôt. Et je vais pour passer à la dame d'après, et la dame qui était derrière elle dans la file lui tape sur l'épaule, elle dit vous devriez prendre le flyer parce que je l'ai vu et c'est pas un seul en scène. Et donc l'autre ça l'intrigue, elle se tourne vers moi, et moi je sais pas quoi répondre, je dis si, vous êtes sûr que vous l'avez vu parce que je suis seul au plateau. Et elle dit oui, je vous ai vu hier au Tête des Gémeaux et tout, et vous n'êtes pas seul au plateau. Je comprends très vite qu'elle a vu le spectacle, c'est une formule. L'autre ça l'intrigue, elle dit ok, bah, je prends le flyer, je vais venir. Elle vient là-dessus, et c'est la magie d'Avignon, c'est que tout d'un coup, elle vient sur la promesse d'une dame qu'elle connaît pas, sur un échange, machin, etc. Le lendemain, elle vient voir le spectacle, ou le jour même d'ailleurs, je crois, elle vient voir le spectacle, et à la sortie, je suis en train de signer les livres, parce que je vends le livre du spectacle à la sortie, et elle fait la queue, elle vient me voir, et elle me dit, la dame avait raison, vous n'êtes pas seul sur scène. Et c'était cool, quoi, ça m'a vraiment touché. Et donc cette dame qui voulait pas avoir du seul en scène, elle vient, elle est conquise, elle me fait cette phrase, et ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Après, je sais pas si c'est juste, je sais pas si c'est vrai, moi j'entends et je reçois tes compliments avec beaucoup de bonheur, mais je suis pas au bon endroit pour dire ça et tout, mais cette anecdote m'est arrivée, j'ai déjà entendu ce retour plusieurs fois, et c'est, je dois bien l'admettre, ma grande joie, et en même temps ma grande exigence, parce qu'en fait, une fois que tu as eu ce genre de retour et que tu as fait ça, chaque fois que tu montes au plateau, tu te dis, bon, moi ma grande angoisse en montant au plateau tous les soirs sur scène, c'est de me dire, pourvu, avec tous les retours extraordinaires que j'ai, etc., pourvu que je sache refaire ce que j'ai fait hier. Tu vois, il y a vraiment un truc, et c'est vraiment le truc d'aller chercher en toi ce que tu sais faire, puisque tu l'as déjà fait, mais qu'il va falloir refaire maintenant. Et c'est ça la magie du spectacle. La grande difficulté du théâtre, c'est de savoir refaire. Quoi, savoir refaire. Moi, j'ai très très peur, tu vois, alors là, bon, là, on l'a joué 115 fois, un truc comme ça. Bon, a priori, ça roule, tu vois. 10 000 spectateurs, j'ai vu. Ouais, on a passé les 10 000. Incroyable. 10 000 spectateurs, c'est fou. Ouais, je suis content, franchement, c'est chouette. Énorme. C'est énorme. Alors, ça va être l'instant promo, et après, on va parler effectivement de l'avenir de la pièce. Donc, actuellement, tu es au théâtre La Comédie Bastille. La Comédie Bastille. Donc, si j'ai bien compris, ça va passer en juin. Ça sera en juin, donc du coup, logiquement, la programmation sera terminée. Ouais, on y va jusqu'au 29 juin à la Comédie Bastille. Ah oui. Si au moment où ça passe, on a fait une excellente saison, on n'est pas à l'abri d'annoncer une prolongation à la Comédie Bastille ou ailleurs, là où ils voudront de nous, enfin on verra, mais en tout cas voilà. Mais en tout cas pour l'instant ça se passe bien, mais on y est jusqu'au 29 juin, et on enchaîne un troisième festival d'Avignon, ça on le sait déjà maintenant, donc au moment où ça passera, vous le saurez, on sera au Festival d'Avignon, au Thème des Lucioles, en juillet 26. Voilà. Et puis après il y a des dates de tournée qui elles vont jusqu'à fin 28. Tu ne joues pas que à Paris. Oui, je joue en tournée en même temps. Il n'y a pas une période incroyable ça aussi. Il n'y a pas une période de tournée, une période de trucs, tout se fait en même temps. Donc en gros, là, je joue à la Comédie Bastille les lundis, mardis, samedis. Et les mercredis, jeudis, vendredis, je pars en tournée. Donc voilà, la semaine dernière... Dans toute la France voilà, la semaine dernière, on était en Suisse, la semaine d'avant au Mans, la semaine d'avant à Bayonne, enfin voilà, donc vraiment partout. Francophone quoi. Et francophone, et on part en Portugal au mois de mai, donc on sera déjà parti. Enfin. Et voilà. Donc ouais, voilà, partout où on veut de nous, on part, et c'est une formule qui est très légère, avec juste une chaise, un comédien. C'est pas très compliqué, j'avoue. J'avoue. J'avoue qu'en termes de décor et de costume. Et puis en plus, on a de la chance parce que c'est pas juste que c'est une forme qui est légère. C'est qu'une fois qu'on arrive, c'est comme si on était arrivé avec 3 camions, c'est-à-dire que vraiment les gens sont vraiment très très émus, quoi. On a des retours qui sont fous. À Paris c'est sûr, mais en province encore plus. Et donc du coup, les gens sont même heureux de pouvoir faire venir un spectacle qui plaît comme ça, etc. À moindre frais, entre guillemets. Alors attends, au Portugal, tu vas le jouer en portugais? On va le jouer pour la communauté francophile et francophone là-bas, via l'Alliance française, tel qu'il est là. En fait, la question s'est posée de savoir comment le tourner, mais dans le spectacle, je parle en portugais, je le dis pour les gens qui regardent l'émission. Je parle en portugais, mais on a, sur une idée ultra judicieuse de Jean-Philippe Daguerre, intégrer les morceaux portugais dans les morceaux français pour qu'il n'y ait aucune... Très intelligemment. Voilà, donc il n'y a pas de surtitrage, il n'y a pas de vidéoprojection, il n'y a pas de traduction, il n'y a rien. Vous avez toujours le sentiment de comprendre, d'ailleurs tout le public comprend, d'ailleurs c'est surtout du public français qui vient, on a évidemment une base de portugais ici vivant en France, mais c'est surtout français, ils comprennent tout, mais en ayant entendu la sonorité de la langue, de l'authenticité de la langue, et en ayant l'impression de parler portugais finalement, parce qu'ils comprennent tout. Et sauf que pour réussir ce petit tour de passe,
Jean-Philippe m'a dit retourne en écriture et essaie d'imbriquer. Et ce que j'ai trouvé moi, donc l'idée judicieuse de Jean-Philippe Baga, et après la petite trouvaille que j'avais eue moi, c'était de faire de la langue française, puisque c'était le cas à l'époque, une espèce de langue d'échappatoire pour créer les choses clandestinement, si tu veux. Et donc en fait, tous les personnages portugais se servent du français pour ne pas être entendus, ne pas être vus et préparer leur truc et fomenter la révolution. Et du coup, ça, c'est pas transposable. Ça, je ne peux pas traduire. Si tout d'un coup je traduis dans l'autre sens, ça n'a plus de sens. Donc on s'est beaucoup posé la question. Pour l'instant, on va le jouer pour l'Alliance française, on va le jouer comme ça, et puis on verra bien comment tout ça évolue. Tu dois avoir hâte quand même de jouer devant un public portugais. J'ai hâte de le jouer devant un public portugais. Là-bas, Parce que ça a encore plus de sens pour eux, quoi. Je trouve qu'il y a une espèce de boucle qui se boucle, que ça va être très beau, mais c'est surtout qu'en fait, l'une des villes où on va passer au Portugal, normalement, si tout se confirme comme on doit le faire, on va faire 5 villes. Et l'une des villes où on va passer là-bas au Portugal, c'est la ville où est ma grand-mère, qui est encore vivante. Et j'ai bon espoir qu'elle voit le spectacle. J'espère qu'elle sera encore suffisamment en forme. C'était une de mes questions, je veux savoir si ta grand-mère avait vu. Elle a lu le texte, mais elle n'a pas vu le spectacle. Et elle vit là-bas, dans une structure. Elle a 96 ans, donc c'est compliqué. Et si elle a la capacité de concentration, si elle a encore l'énergie et qu'elle peut venir le voir, elle va être... Ça ferait tellement d'émotions, quoi. Ouais, je pense que ça serait chouette. Et puis en même temps, à l'âge qu'elle a et me connaissant et tout, elle a une forme de détachement avec ça. Donc elle a lu le texte et ça lui a plu. C'est une grande lectrice. Et je pense que voir au plateau, elle est toujours épatée de quoi que je joue, de l'énergie. Je la connais par cœur. Je suis pas sûr qu'elle soit touchée ou émue de ce que je raconte. Évidemment un peu, il y aura un peu de pudeur et tout ça. Mais je crois qu'elle est toujours dans une espèce de fierté. C'est une partie de sa vie au final. Bien sûr. En tant que... Moi je trouve ça beau. Il y a une sorte d'héritage qui se fait. Son histoire reste. Après c'est du spectacle vivant, c'est pas un film, donc ça reste le temps que ça se joue. Mais comme le texte a été édité, ça reste un peu. Le texte reste. Tellement que ça reste que effectivement tu es éligible aux Bruyères. Dans plusieurs catégories. On le rappelle, donc tu seul en scène. Révélation masculine, rien que ça. Auteur francophone vivant, je ne savais même pas que c'était une catégorie, je découvre en même temps. Et évidemment, la mise en scène de Jean-Philippe Baga. Incroyable. C'est fou. Alors, comment t'as annoncé ça, les Molières? L'éligibilité, elle dépend de critères pragmatiques. Nombre de dates jouées, donc on le savait qu'on serait éligible. Après, ce qu'on ne savait pas, c'était que le spectacle aurait cette réputation et cette image. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà été dans des spectacles éligibles qui ont été nommés. Je jouais le rôle d'Aladin dans Aladin qui a été nommé en 2016. J'ai déjà été dans des spectacles éligibles qui sont juste éligibles parce qu'ils ont fait 60 dates, ils n'ont même pas fait... dans le milieu du théâtre, on fait ce qu'on appelle des corpos, c'est-à-dire c'est des représentations corporatives, des représentations dédiées à inviter des gens du théâtre qui viennent pour pouvoir ensuite voter. En gros, si tu veux voter, il faut que tu aies vu les spectacles pour pouvoir les comparer les uns avec les autres. Et pour voir les spectacles, tu vas pas te ruiner, et puis il faut qu'on t'appâte, il faut qu'on t'invite, il faut que tu viennes. Donc on te déroule un petit peu le tapis rouge, on te fait un peu de la place parce que tu as ta carte, parce que tu votes. Moi je suis votant à l'Académie des Molières du coup depuis 2016. Et donc j'ai cette joie folle de pouvoir voir des spectacles de très grande qualité, gratuitement ou à moindre frais, parfois c'est des taxes, parfois c'est des invitations. Et ensuite de pouvoir voter en conscience, en ayant vu. D'ailleurs moi j'essaye de voir le maximum, d'abord par gourmandise personnelle. J'ai cette chance de pouvoir aller à l'hôtel gratuit, je ne veux pas m'en priver. Et puis aussi parce que j'espère que tout le monde partage aussi une forme d'éthique de voter pour ce qu'il a vraiment vu et pour ce qui lui a vraiment touché et tout ça, tu vois. Donc il y a vraiment ce truc-là. Donc tu fais des corporatifs. Moi j'ai déjà été dans un spectacle qui sont éligibles qui font même pas de corpo parce qu'on sait qu'on n'a aucune chance. On est éligible parce que mécaniquement on a rempli les critères, parce qu'on était à l'affiche pendant 60 dates, machin et tout. Et puis après tu as des spectacles qui parfois arrivent à avoir tu vois, un peu de bouche à oreille dans le métier, tu vois, qui font parler d'eux. Nous aujourd'hui, avec la fleur au fusil, ça veut rien dire, et quand ça sera diffusé, ça se trouve, il n'y aura même pas eu une nomination, et on sera passé à travers, et c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a une réputation, qu'on a une image, que le spectacle a une jolie image dans le métier, etc. Donc ça veut dire que les gens qui votent sont susceptibles de l'avoir vu, d'avoir aimé, et s'ils ne l'ont pas vu, d'en avoir entendu parler. Ça, pour moi, c'est une énorme fierté. Alors comment je l'ai appris ? Je l'ai appris facilement, parce que c'est des critères mécaniques. Par contre, ce que ça m'a fait,
que tout d'un coup on fasse non pas une mais deux corpos, que la première corpo soit pleine, que voilà, J'étais là. que les gens viennent et tout ça, ça m'a beaucoup touché parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, tu fais pas un spectacle pour aller au Molière, c'est pas du tout l'objectif. Toi, tu fais un spectacle déjà pour le jouer. Et pour de vrai, quand on est dans le salon, et je le dis pour de vrai, hein, je pense sincèrement, quand on est dans le salon de Jean-Philippe en train de travailler le spectacle, je sais qu'à ce moment-là, on a la perspective d'Avignon, mais déjà, tant que j'y suis pas, j'y crois pas. Et je suis pas sûr que le spectacle survive aux 18 ou 19 dates d'Avignon en 2024. Enfin, et c'est déjà fou. Tu vois ce que je veux dire. Et puis on arrive à Avignon et très rapidement, on remplit tout. On est dans un théâtre de 200 places et tout est plein jusqu'au bout avec des listes d'attente. On sort de là, on se dit tiens, pas mal quoi. Sauf qu'entre Avignon 2024 et Avignon 2025, il se passe rien. Je joue pas une seule fois, je joue deux fois. Je crois que j'ai 2 dates de tournée d'Avignon 24 qui se calent là. Et donc là, tu te dis, la vie d'un spectacle, elle est longue, elle est compliquée, c'est pas si simple. Et d'abord, la qualité, c'est subjectif. Mais au-delà du fait que la qualité soit subjective, même quand tu as un spectacle de qualité, encore une fois c'est subjectif, mais même quand tu as un spectacle de qualité, c'est beaucoup plus complexe que ça tient à beaucoup plus de critères que ça, que le spectacle vive. Donc déjà faire vivre ton spectacle. Donc là, moi dans mon idée, c'est déjà qu'on le joue, quoi, qu'on rencontre le public, et puis il se trouve qu'on fait Avignon 25 dans une salle de 200 places. Pour Avignon, je ne sais pas si les gens qui regardent ce podcast on se rend compte, mais en gros, ça fait partie des plus grosses salles. Je crois qu'il y a, si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir le Chêne Noir qui fait 300 places, il doit y avoir la Scala qui fait 5 ou 600, qui est une salle assez récente et vraiment qui est faite voilà, pour des très gros spectacles, à très grosse visibilité. Et après, vraiment, les salles de 200 places, c'est le haut du panier. Pourquoi ? C'est du panier parce que tu dois tenir la distance de remplir ta salle de 200 places 18 ou 19 fois tous les jours pendant un mois. Enfin, c'est une folie, quoi. Et on le fait. Et on remplit. Et on remplit. C'est ça qui est fou. Et moi, je sors de là en me disant waouh, il se passe un truc, tu vois. Parce que non seulement on remplit les 18 ou 19 dates, je sais plus, du Festival d'Avignon 25 au Théâtre des Gémeaux avec nos 200 places, mais surtout on fait autant de représentation que de Standing Ovation. Et là, on sort de là, on va au Théâtre de la Huchette à Paris qui fait 80 places. Et moi, dans ma tête, plus intime. Beaucoup plus intime, mais c'est surtout que c'est déjà énorme. 80 places toute la semaine, du mardi au samedi à Paris. Les gens à Paris, c'est pas le public d'Avignon, ils sont pas dehors, tu vas pas les tracter, tu vois. Et moi, je me dis, quand ils vont savoir que j'existe, comment ils vont venir. Je panique un peu, tu vois. Je me dis, c'est fou. D'ailleurs, je me souviens que en plein milieu de la programmation de la Huchette, je perds pied, quoi. J'ai un peu peur, quoi. Vraiment, je panique un peu. Et en fait, les gens viennent. Un bouche à oreille se met en place. Et puis on commence à avoir des gens connus du grand public. On ne sait pas d'où ils sortent, sauf qu'ils ont une grande portée sur les réseaux sociaux. Et puis ça prend petit à petit. Et très rapidement, on est à guichet fermé. Et donc on a joué, je crois, si je dis pas de bêtises, 9 semaines à la Huchette. Et les 3 dernières ou les 4 dernières, plein d'avance. À guichet fermé, quoi. On refusait du monde. C'était fou, quoi. Et donc là, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et on se dit, avec l'équipe, bon, bah, là, mécaniquement parlant, il nous manque 20 dates pour être éligible au Molière. On peut tenter notre chance, quoi, tu vois. Et donc, on cherche un théâtre pour rebondir. Et là, la Comédie Bastille nous ouvre les portes en grand. Christophe Ségural, le directeur de la Comédie Bastille, croyait au spectacle depuis le tout début. Il nous voulait chez lui depuis 2024, mais quand il nous a repéré en 2024, on n'a pas du tout joué à Paris entre 24 et 25. Et on avait peur d'aller chez lui parce qu'il y a 200 places à la Comédie Bastille. Et 200 places à Paris, il faut tenir la distance, quoi. Et donc là, il nous dit, bah, venez chez moi. Donc on dit, ok, bah écoute, on vient chez toi, on fait une fois par semaine pour aller jusqu'au bout des 20 dates et être éligible. Il dit, ok. Il ouvre la billetterie, puis il nous rappelle, il dit on va rajouter les dates. On va faire 2 fois par semaine. Et donc là, on devait faire 2 fois par semaine jusqu'à mars. Et puis il nous rappelle. Et tu sais, moi je te le raconte là très détendu, mais à chaque fois qu'il m'appelle, moi je flippe en fait. Moi j'ai jamais dit ah ouais, génial. À chaque fois, je dis, vous êtes sûr, vous êtes sûr, vous êtes sûr. Il rappelle, il dit on va faire une 3e date par semaine, 3 fois par semaine jusqu'à fin mars. Puis après il rappelle, il dit bon, on va jusqu'à fin juin. Et on se retrouve à faire 3 fois par semaine jusqu'à fin juin. C'est-à-dire que. Rempli à chaque fois. Ah bah, au moment où je te parle, on n'est pas en juin. Mais pour l'instant, on remplit à chaque fois. C'est fou. Des très belles salles. Des très belles salles. Alors, on remplit à chaque fois, il a fallu que ça prenne. Si tu bien sûr, bien sûr. Mais là, ça a pris, donc du coup, ça y est, quoi.
c'est lancé, quoi. C'est jamais, enfin en tout cas c'est jamais gagné. Moi j'ai peur de penser que les choses sont gagnées parce que tout est très fragile, parce que ça dépend de contexte, ça dépend de plein de trucs. Tu vois, c'est bête, mais tout d'un coup tu fais une annonce à la télé pour expliquer aux gens qu'il n'y a plus d'argent et qu'on va tous mourir sur BFM TV, et puis le lendemain plus personne va au théâtre parce qu'il flippe. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'au moment où on enregistre ça, on est toute fin février, tout début mars. Et on a les réservations, et pas qu'un peu, jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, chez eux, ils savent déjà que le 29 juin, ils vont voir la fleur au fusil. Ben, moi, pardon, mais ça m'émeut tellement. Moi, je comprends très bien que 4 mois à l'avance, tu tes places pour aller voir le concert de Céline Dion, je sais pas qui. Et que tu tes places 4 mois à l'avance pour aller voir la fleur au fusil, ça me bouleverse de reconnaissance. C'est mérité, vraiment. Écoute, c'est très gentil, mais en tout cas, ça n'empêche que ma capacité d'émerveillement et mon exigence de reconnaissance vis-à-vis du public, elle est là. Et d'ailleurs, j'ai une reconnaissance infinie pour les gens du métier qui ont appuyé ce spectacle. Mais la vérité, c'est qu'on doit tout au public, quoi. C'est-à-dire que là, tout ce que je t'ai raconté là, c'est avec quasiment aucune communication. Pas une colonne Maurice, pas une affichage dans le métro. C'est juste du bouche à oreille, quoi. Juste du bouche à oreille, et ça pour moi c'est fou, c'est ma plus grande fierté, quoi. C'est une fierté folle. Et quand je sors de scène et que les gens m'attendent, qui veulent la petite photo, qui veulent acheter le livre, la petite dédicace, tu sais que très régulièrement, ça dépend d'une phrase qui est dite et tout, mais j'ai les larmes aux yeux, ça m'arrive de chialer, etc. Très régulièrement pendant cette séance de dédicace, parce que ma joie, mais surtout ma reconnaissance, et puis comment dirais-je, la capacité que j'ai tu vois, à me dire tout ça n'est pas si normal que ça, elle est intacte, quoi. Et j'ai vraiment le sentiment de... Alors bien sûr qu'ils passent un bon moment, tu vois, et tant mieux pour eux, et je le sais, ils vont pas tricher, hein, et donc c'est cool. Mais est-ce que tous ces gens qui constituent le public se rendent compte à quel point le chemin est parfois dur, escarpé, et que quand tu les rencontres enfin, c'est un peu comme un mec... J'ai de la chance, ça s'est toujours bien passé dans mon métier de comédien, d'auteur, etc. Sans pour autant aller casser la baraque. Je vis de mon métier et c'est cool, tu vois. C'est comme si tout d'un coup, tu avais eu plein de petites amourettes et que là, tu rencontrais l'amour en vrai, tu vois. Il y a un truc où tout d'un coup, tu dis là, c'est différent. Ça a toujours été cool. Je vais te raconter des anecdotes folles de gens qui ont vu mon précédent spectacle et qui me disaient, mais nous, ça fait 5 ans qu'on vous attend. On avait adoré, ça fait 5 ans qu'on regarde le programme d'Avignon en disant que vous êtes tous, tu vois. Toi, tu dis, mais c'est fou. Il y a des gens, tu ne sais même pas qu'ils existent et ils ont le livre de ton spectacle chez eux et ils attendent et ils regardent. Et d'exister comme ça pour les gens, c'est extrêmement... c'est très flatteur, c'est très beau surtout. C'est ça qu'on fait dans ce métier. C'est une rencontre, un partage. Et voilà, dans cette petite sous-branche qu'elle se lançait, à titre personnel, parce que je suis auteur, interprète, que j'ai ma patte, etc., un peu à la manière de certains mecs de One Man, machin, je sais que j'ai rencontré le public et qu'il y a une part de ce public-là qui me suit fidèlement, et ça m'émeut profondément. Voilà. C'est beau. Ouais, c'est chouette, quoi. C'est ma bonne étoile. Alors, on va bientôt clore cet épisode. Merci beaucoup déjà. Merci à toi. Vraiment d'avoir pris le temps de discuter, parce que vraiment, je trouve que c'est tellement agréable de pouvoir discuter avec toi. Et tu es tellement passionné par ton métier, et encore c'est d'émerveillement. C'est ça qui est génial. Je trouve ça incroyable, le mec qui est tellement humble que en fait c'est un vrai coup de cœur, je le confirme, et je signe et persiste. Si j'avais la carte des Molières, je ferais voter direct. Quand vous voulez, vous manifester, moi je peux, il n'y a pas de problème, j'adore aller au théâtre. J'ai une dernière question qui va peut-être te surprendre. C'est une follower qui est passée également là où tu es assis la semaine dernière, ma dernière invitée, qui m'a dit, peut-être que on te l'a déjà dit, je ne sais pas, mais c'est très drôle parce que, voilà, mais attention, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressemblais à Andrew Garfield? Est-ce que tu vois qui c'est? Non, attends. C'est un comédien américain. Attends, si tu veux, je t'en prie. Je vais checker. Je t'en prie, vas-y, check. Il a joué dans l'un des derniers Spider-Man. Ah mais attends, je crois que je vois qui c'est. Tu vois? Parce que moi je suis pas très fort en nom, mais par contre je connais quand même... Ah ouais, vous trouvez? Voilà, faudra lui poser la question. Mais... Ouais, je comprends l'idée. Voilà. Je comprends l'idée. Voilà. C'est flatteur en tout cas. Oui, c'est flatteur. Il est beau garçon. Hein. Oui, tout à fait. Écoute, on me l'avait jamais dit. Ah voilà.
On me l'avait jamais dit. Oui, on est brun, quoi. Oui, avec beaucoup de cheveux. Ouais, voilà. Bon, bah, sur cette note de légèreté, merci encore. Merci à toi, merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt, avec plaisir. Salut. Salut. Merci d'avoir regardé cet épisode des Théâtreux. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre.